Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 252 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, nous allons faire le bilan sur cette série entre Minnesota et Denver qui s'est terminée une des meilleures séries de ces dernières années. Bon, alors, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous profitez de ces finales de conférence. Effectivement, on a déjà parlé nous-mêmes de Dallas contre Minnesota, on a fait la preview parce qu'il fallait vite la faire, mais c'est vrai que je m'en serais voulu de ne pas refermer complètement le livre et de ne pas revenir une dernière fois conclure sur cette série entre Minnesota et Denver qui a été une excellentissime série. Donc peut-être que pour vous c'est un peu vieux, bon j'espère que c'est pas trop vieux, c'est il y a 3 jours. Mais voilà, on a fait le point à 2-0, on avait fait le point à 2 partout. Il reste à couvrir la fin de série et à conclure bien. Et puis aussi, évidemment, de parler un peu de Denver, puisque Denver donc est éliminé. Donc ça va nous permettre aussi un peu de revenir là-dessus et essayer de discuter cette élimination. Est-ce qu'il faut surréagir ou pas? Donc voilà, petit podcast pour faire le récap de la série dantesque entre Minnesota et Denver. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, bilan de la série dantesque entre les Timberwolves et les Nuggets. Bienvenue dans le Basket Lab. Denver contre Minnesota, ça y est, la série est terminée, enfin depuis 2-3 jours, mais on va essayer un peu de refermer le livre de cette série avec donc cette victoire de Minnesota, victoire un peu à l'arraché sur le match 7, vous connaissez tous ce comeback, vous le savez évidemment. Je voulais un peu revenir dessus donc pour clore tout ça, et surtout parce que donc la série a été passionnante tactiquement, donc il y a pas mal de choses à dire et pas mal de choses à apprendre et à retenir, surtout un peu en termes de leçons tactiques. Parce que c'est vrai que sur le papier, et on en avait parlé en preview, mais il y a un peu cet aspect de l'attaque ultime de Denver qui affrontait un peu la défense ultime. Voilà, c'est en ça que le choc était hyper passionnant avant la série, et qu'il l'a été pendant la série, et que maintenant, a posteriori, on peut faire le point de voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça a bloqué, et aussi donc se projeter peut-être un peu pour Denver à la fin, on verra. Mais voilà, c'est vrai que sur le papier, donc cet affrontement un peu parfait de meilleure attaque de NBA contre meilleure défense de NBA, pas au niveau des ratings, mais en tout cas dans l'esprit, sur le papier, et un peu théoriquement, dans la théorie tactique, en tout cas, c'était l'idée. C'était l'idée. On a vu un peu, au final, on a vu, je dirais un peu des deux. C'est-à-dire que, je crois d'ailleurs que j'en ai parlé en preview, la fameuse, le mythe et l'analogie avec l'épée qui peut transpercer tous les boucliers. Que va-t-il se passer quand cette épée rencontre le bouclier qui est censé repousser toutes les épées qui ne se brisent jamais? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, en l'occurrence, il s'est passé que on n'a pas un des deux qui a explosé. On a un peu les deux qui ont cédé, on va dire, pour reprendre un peu cette analogie, cette métaphore. On a un peu l'épée qui s'est fissurée et le bouclier aussi, en fait. Au final, chacun a un peu réussi à taper sur l'autre ou à le repousser. Et c'est vrai que, en fait, au niveau de la physionomie de la série, ce qui est d'autant plus étonnant, avant de rentrer même dans les détails un peu tactiques, mais c'est que, je sais pas vous, mais j'ai eu l'impression de voir une série extrêmement bizarre. Vraiment. C'est-à-dire que certes, c'est allé en 7 matchs, série dantesque, etc., etc. Et je pense que dans 20 ans, on aura oublié le détail de chaque match, de toute évidence. Mais c'est vrai que, pour le coup, on a eu une série en montagne russe, en fait. Et presque, je vais caricaturer, je vais exagérer, mais presque une série à sens unique sur chaque match. C'est-à-dire que c'est totalement l'inverse de ce qu'on imagine un peu intuitivement quand on parle de séries très disputées en 7 matchs qui va au bout des 7 matchs, au meilleur de 7 matchs, qui va jusqu'à un match 7. On pense à, c'est disputé sur chaque match, ça va au buzzer, il y a un tir au buzzer de l'un, ensuite un tir au buzzer de l'autre, un game winner, un money time, etc., etc. Là, ça n'a pas du tout été ça. Vraiment, pour caricaturer grossièrement, mais pas tant que ça non plus, on a vraiment eu, en fait, des montagnes russes et presque des échanges de gifles, presque. Plus que des matchs très compétitifs. D'ailleurs, si je vous demandais de ressortir un seul match sur cette série, lequel de tête, dans 5 ans, dans 10 ans, vous auriez envie de vous dire lui, je vais le revoir. Lui, c'était le meilleur match de la série. Si on met un peu à part le match 7, peut-être, pour cette histoire de comeback, mais mettons un peu celui-ci entre parenthèses. Et encore, mais voilà,
il n'y a pas eu de match marquant, en fait. Hein. Il n'y a pas eu de vrais matchs qui sont allés au bout du Money Time. Il n'y a pas eu de match qui a été dantesque en soi. Hein. La série en elle-même, elle est allée en 7, on est d'accord, mais en soi, on n'a pas eu de match vraiment... une accumulation de matchs incroyables. On a vraiment eu des gifles un peu unilatérales, quoi, à chaque fois. Donc au début, Minnesota a fait 2-0, deux grosses gifles, quoique le match 1, c'est peut-être un des matchs, ou le match le plus disputé de la série, de bout en bout, on va dire, le match 1. Mais après, énorme roost au match 2, ça on le sait en plus, sans Gobert. Ensuite, match 3 et 4, c'est Denver qui fait les ajustements, on va les détailler, et qui ensuite passe à 2 partout. Et puis ensuite même 3-2 avec le festival offensif de Jokic, ça on l'avait décortiqué sur YouTube, si ça vous dit, en vidéo je veux dire. Et puis ensuite, de nouveau, match 6, roost de Minnesota. Voilà, on passe d'un extrême à l'autre. Et match 7, c'est l'apothéose, parce que c'est-à-dire que on a eu donc cette physionomie de série où c'était que des gifles dans un sens et puis dans l'autre, plutôt qu'une série disputée. Match 7, ça a été ça, mais au sein même au sein du même match, en fait. C'est-à-dire une première mi-temps avec roost de Denver qui prend 20 points d'avance, et puis ensuite le comeback, roost back de la part des Timberwolves qui font l'inverse. Donc voilà, même au sein de ce match 7, on a eu un peu ce qu'on a eu sur toute la série, c'est-à-dire même pas un match serré de bout en bout, même pas de ça passe à +1, +3, et puis -1, -3, etc. Non, là c'est une physionomie de série très bizarre. Ce qui d'ailleurs est un peu la raison pour laquelle je pense que ça a été très intéressant tactiquement. Vraiment, c'est sur ce plan-là, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'en termes de spectacle, en termes d'entertainment, puisque je ne suis pas une machine, c'est pas parce qu'on parle tactique ou stats qu'on n'a pas d'émotion évidemment. Mais c'est vrai que moi personnellement, en termes d'émotion et de plaisir à voir les matchs, je suis pas sûr que je les reverrai d'ici 5, 10 ans ou 15 ans, un peu pour le plaisir. Peut-être qu'on pourra les revoir pour analyser tel ou tel élément, ou pour la tactique justement, pour le duel tactique. Mais voilà, je pense que je la mets quand même, cette série, même si elle est en 7 matchs, paradoxalement, je la mettrai en dessous de pas mal d'autres séries un peu dantesques, voire même la série OKC Dallas, par exemple, qui n'a allé que, entre guillemets, en 6 matchs, mais ça a été beaucoup de matchs extrêmement disputés. Donc voilà, vraiment, série très bizarre. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en termes de physionomie de rencontre, oui, ça allait en 7, mais avec que des montagnes russes qui ont un peu gâché le plaisir, non, mais en tout cas qui ont fait qu'on a eu une série très, très bizarre. Très bizarre, avec roost d'un côté, puis roost de l'autre, puis l'inverse, etc., etc. Et donc, notamment pour commencer un peu à rentrer dans le détail tactique, pourquoi est-ce qu'on a eu ça en partie, je pense que c'est aussi expliqué par le shot-making de Denver. Et par shot-making, j'entends un peu un aspect aléatoire de les tirs ne rentrent pas, ou alors les tirs rentrent tout d'un coup, quoi. Donc on a vraiment eu beaucoup de variances au sein même de la série, et finalement un shot-making pur. Donc par là, encore une fois, j'entends, il faut pas entendre compétence, mais il faut entendre aussi l'aspect aléatoire du jump shot qui est très présent, qui a été vraiment parfois absent, parfois là, et parfois totalement absent, et il a pas fait semblant. Quand le shot making n'était pas là, il n'était pas là du tout. Et donc je pense que ça a aussi participé à cet effet montagne russe, donc au sein de la série, et parfois même au sein du même match 7. Mais voilà, et je sais que il y a pas mal de gens qui, de suite, si je commence à évoquer des pourcentages à 3 points, vont me répondre « Oui, mais c'est aussi grâce à Minnesota, en fait. Hein. C'est les pourcentages à 3 points, s'ils sont mauvais, c'est parce que les tirs sont bien défendus, et donc c'est comme ça qu'on affecte les pourcentages. » Bon, c'est vrai qu'en partie, ça peut être le cas. Mais en général, c'est pas le cas. En général, il y a la corrélation entre la défense de close-out et la défense des tirs, elle est assez faible par rapport au pourcentage de réussite, mais surtout, en fait, on ne parle même pas de ces tirs-là. Là, on parle même d'une certaine variance extrêmement aléatoire dans un sens et dans l'autre, même sur des tirs qui sont ouverts. C'est ça qui est le plus incroyable et qui est le plus... Enfin, comment dire, qui apporte vraiment cet aspect aléatoire, c'est que il n'y a même pas trop le facteur de la défense de Minnesota. On n'a même pas besoin de débattre de ça, même si on n'est pas d'accord. Il y a juste le fait que sur les tirs ouverts, Denver a été parfois mauvais, même la majorité du temps a été mauvais, sauf donc au milieu de la série où ils ont mis des tirs, match 3 et 4 notamment. Mais voilà, sur l'ensemble de la série, on est à 33% d'efficacité, 33, sur des tirs ouverts. Sur les open shots, sur NBA.com, sur les caméras de tracking, de positionnement arrivent à calculer ça, et donc sur les tirs ouverts, 33% d'efficacité sur les tirs ouverts, sachant que, comme dit, alors la moyenne des 3 points elle est autour des 36-37, ok, mais la moyenne des tirs ouverts elle est forcément beaucoup plus que ça. Ça paraît assez logique, et puis c'est le cas. Donc 33%, on est largement en dessous de la moyenne. Et c'est vrai que même sans aller sur les stats, c'est vrai qu'on a un peu cette impression que quand on voit ce qui s'est passé sur le terrain, certes, il y a des fois où Denver a réussi à dominer, ils ont fait des bons ajustements au poste bas, isolation, pick and roll, etc.
mais je trouve qu'il y a aussi eu une donnée assez simple de shot-making des stars, certes, mais aussi shot-making à 3 points, en fait, hein, sur ce côté très aléatoire d'un match à l'autre ou d'une portion de série à l'autre, de est-ce qu'on met les tirs ou pas. Voilà, c'est assez... Il y a les chiffres qui le confirment, mais il y a aussi l'impression visuelle, et vous voyez, regardez le match 7, il y a un nombre de tirs ouverts incroyable qui ne rentrent pas, en fait. Et même le match 6, hein, d'ailleurs. Match 6, c'est pareil. La rouste qu'a pris Denver au match 6, finalement, vous regardez la création de jeu, il y a pas mal de bons tirs qui sont créés. C'est juste, entre guillemets, juste que les tirs ne rentrent pas. Et donc, pour dire des chiffres un peu généraux, pour quand même les citer, pour la postérité, match 1 à 3 points, Denver est à 42% d'efficacité à 3 points. C'est bien, c'est très bien, voilà, c'est 42%, ok. Match 2, la panne sèche, 32% à 3 points. Ensuite, match 3, 4, 5, les matchs qu'ils ont gagnés, 3, 4, 5, 56% à 3 points, 42% à 3 points, et de nouveau 50% à 3 points. Donc très bien, évidemment. Une grosse surchauffe, peut-être pas, mais en tout cas, ça rentrait beaucoup. Et de nouveau, match 6 et 7, 21% à 3 points et 25% à 3 points. Donc vraiment, ils n'ont pas fait semblant. Hein. Quand ils ont manqué des tirs, ils les ont manqués totalement. Voilà. Et c'est là où, bon, toujours un peu besoin de relativiser, parce que s'ils sont pas à 25, mais ne serait-ce qu'à 35% à 3 points sur le match 7, ça fait quoi ? Ça fait une poignée de tirs à 3 points, notamment qui rentrent en plus. Ben voilà, peut-être que l'avance de 20 points, elle est sécurisée, et qu'on n'a pas le comeback de Minnesota, et qu'on a peut-être Denver qui passe, quoi. Je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est le shot-making a vraiment été à ce point aléatoire, et donc notamment quand ça n'est pas rentré, il n'y a rien qui est rentré. Et donc voilà, ça fait aussi beaucoup de différence pour moi, c'est ce qui a un peu dicté, ce qui a aidé à dicter cet aspect très montagne russe de la série. Et même au-delà de ça, il y a un aspect tactique qui est très, très simple, hein. La fameuse arme du pick and pop de Jokic qui n'est pas rentrée. Et qui était pourtant une arme fondamentale et une arme clé dans cette série, le pick and pop, pour punir certaines couvertures en pick and roll, ou alors tout simplement pour punir, on va le détailler, mais quand ça passe sous les écrans, ou voilà, bah, ça, ce n'est pas rentré. Et donc, clairement, on l'avait souligné en preview, cet aspect du pick and pop qui était une arme clé tactiquement qui va pouvoir faire sauter le verrou de la défense, ou alors punir la défense si elle abandonne. Ben, c'est pas rentré du tout, à part quelques matchs, donc, mais les matchs début de série et fin de série, c'est pas rentré. Donc voilà, outil tactique qui a été malheureusement pas assez bon côté Denver. Et encore une fois, là où c'est bizarre, c'est que finalement, on en avait déjà parlé de ça dans les previews, parce qu'on disait, bon ben voilà, contre la série contre les Lakers, ils n'ont mis aucun tir quasiment, à part le dernier match, je crois, mais pareil, déjà contre les Lakers au premier tour, Denver ne rentrait aucun tir. Donc on se dit, bon ben voilà, ça va finir par revenir, quoi. Il va y avoir un retour à la moyenne, parce que le fait est qu'on n'a pas affaire à une équipe de mauvais shooters, on a affaire à une équipe de bons shooters. Donc ça paraissait normal et logique d'attendre un peu un retour à la moyenne. En termes probabilistes, c'est même, voilà, c'était probable en termes probabilistes. Mais voilà, c'est clairement, quand il y a une équipe qui est censée être bonne shoot à ce point mal, on peut s'attendre à ce que ça revienne un jour. Et c'est revenu en plus. En effet, le retour à la moyenne s'est opéré en milieu de série, match 3, 4, 5. Et là, on s'est dit, bon, ben voilà, ok, globalement, ça paraît normal. Il y a eu des trous d'air, maintenant il y a il y a de la grande réussite, ok. Mais sauf qu'on ne s'attendait pas à ce que ça redisparaisse, match 6 et 7. Donc voilà, c'est là où on est vraiment sur au-delà des montagnes russes de niveau de jeu et de résultats, on a eu des montagnes russes sur les playoffs 2024 de Denver à 3 points qui sont assez incompréhensibles. Et je rappelle toujours l'aspect aléatoire du jump shot qui n'est pas à oublier. Je pense qu'on a peut-être aussi un peu affaire à ça. Il y a peut-être d'autres éléments, hein. Chacun va vouloir rationaliser en disant c'est la fatigue, c'est cet aspect. Bon, voilà, sur des tirs wide open, 33%, c'est extrêmement faible pour Denver. Et d'ailleurs, je crois en plus que, d'autant plus faible que Ben Taylor l'a cité là, depuis 1 ou 2 semaines, il en parle, mais Jokic et Murray étaient ces dernières années dans les tout meilleures efficacités sur les wide open, ou sur les open, les tirs ouverts à 3 points sur les playoffs. Et donc là, c'est retombé d'un coup, quoi. Donc on a eu un peu les deux extrêmes, on va dire. Les playoffs derniers, on a eu beaucoup de réussite sur les tirs ouverts, et puis là pas du tout. Donc voilà. Bon, alors, attardons-nous un peu sur les détails tactiques de cette série. Que s'est-il passé ? Comment Minnesota donc a réussi un peu à freiner, en tout cas juste assez,
à freiner l'attaque de Denver. Donc ça commençait avec le match-up un peu évident qu'on attendait tous, c'est-à-dire, si on commence un peu par le pick and roll Jokic-Jamal Murray, il y a forcément un peu un combo qu'on attendait, c'est-à-dire la défense en premier rideau, traverser les écrans de top niveau, vraiment d'élite, hein, pas mal de très très bons navigateurs d'écran côté Minnesota, donc ça c'était la première partie. Mais surtout, qu'est-ce qui a été fait dès le match 1, et puis match 1 et 2 évidemment, mais surtout match 1 donc avec Gobert, c'était au niveau des match-ups, on met Towns sur Jokic, et puis on met Gobert off-ball. Voilà, on met Gobert non pas sur le pivot adverse, on le met sur un non-shooter, en tout cas quelqu'un qui ne va pas respecter Aaron Gordon. Et puis comme ça, en fait, quelle est la couverture précise du pick and roll ? Ce qui se passait, c'est que le gros sur pick and roll ne contenait pas le ballon, il ne sortait pas pour arrêter Jamal Murray, il restait sur Jokic, comme ça on n'offrait pas un décalage à Jokic, ni le pick and pop, ni d'ailleurs le côté, si on est sur Murray, toi t'es un peu libre ensuite d'attaquer sur ton passing ou d'avoir un peu d'espace dans la mi-distance, non, ça y avait pas. Et donc comment est-ce qu'on fait ensuite pour compenser ? Parce que si personne ne stoppe Murray il peut aller jusqu'au panier, au panier on avait Rudy Gobert qui était capable de protéger le panier en fait, d'abandonner Aaron Gordon pour protéger le panier. Ça vous le savez, c'est la recette qui a fonctionné sur le début de série, évidemment. C'est ce qui a beaucoup fait de mal à l'attaque de Denver. Ok. Et donc, on l'avait un peu détaillé aussi sur un épisode un peu React. Quels ont été les bons ajustements ? Puisqu'il y en a eu. Il y a eu de très très bons ajustements de la part de Denver. Le premier, c'est d'apporter plus de diversité dans l'attaque. C'est-à-dire ne pas se reposer autant sur le pick and roll Jamal Murray-Jokic, vu que ça a bloqué. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Notamment, Mike Malone a sorti et a utilisé en fait Jokic de manière beaucoup plus variée. C'est-à-dire qu'on en avait parlé, mais de la flex offense, c'est-à-dire il pose un écran avant de recevoir un lui-même et faire un shoot en sortie d'écran. On a vu du Horns, alors du Horns où il était en tête de raquette. Donc le Horn c'est un système où il y a un joueur tout en haut, deux en tête de raquette, deux dans les corners. C'est juste une configuration du terrain à partir de laquelle on peut dérouler des systèmes. Et donc à partir de Horn, il a été mis dans des positions très différentes en tant que mec en tête de raquette, en tant que porteur de balle, en tant que je fais la entry pass pour commencer le système et puis ensuite je vais m'installer au poste bas pour un peu libérer parce qu'il y a deux shooters dans les corners et donc ils sont pas sur moi, j'ai de l'espace à l'intérieur, etc. On a eu aussi de la high post offense pour Jokic, c'est-à-dire non pas le pick and roll un peu classique, mais juste tu vas en tête de raquette et puis on fait une action un peu comme le jeu en triangle, si vous voulez. La high post offense, c'est le jeu en triangle, mais le passeur est plutôt que d'être au poste bas, et en fait il est au poste haut. Voilà, c'est juste ça. Et donc à partir de là, on peut faire des différentes actions aussi. On a eu beaucoup de pistol action aussi, on a eu des pick and roll 4-5, donc le poste 4 avec le poste 5, plutôt que Jamal Murray Jokic tout le temps. Voilà, on a apporté pas mal de diversité pour finalement apporter et essayer d'attaquer en fait très différemment. Vu que de base le pick and roll ne marchait pas tant que ça sur le début de série, Mike Malone il est arrivé, il a dit on va changer, on va attaquer différemment et on va un peu varier en fait. C'est un peu cet aspect de variation qui a été important. Donc en termes de schéma tactique notamment. Et puis l'autre ajustement qui avait été fait, c'était de faire non pas des pick and roll mais des get action. C'est-à-dire, c'est une action qui se développe de plus en plus en NBA. Donc, très simplement, c'est pas Jamal Murray qui dribble, qui prend un écran et qui sort de l'écran tout en dribblant, comme un pick and roll classique. C'est Jamal Murray qui a la balle. Il lance la balle vers l'avant, vers Jokic. Et puis ensuite, il fait une course off-ball pour venir chercher le ballon. Un jeu de main à main. Il vient chercher le ballon des mains de Jokic. Voilà, ça ne semble pas grand-chose, mais c'est une petite nuance qui est extrêmement importante parce que c'est un phénomène qui se développe en NBA pour mieux battre en fait ce fameux premier rideau défensif, en vérité. C'est-à-dire que le problème, c'était que sur des pick and roll classiques où Jamal Murray a déjà la balle entre les mains, il doit dribbler, il doit négocier l'écran, il doit ressortir de l'écran et essayer de créer un décalage, pour le coup, les Timberwolves étaient très bons pour rester accrochés. Tout ce qui est Nickel Alexander-Walker, Anthony Edwards évidemment, Jaden McDaniels, enfin bref, tous étaient géniaux. Donc la petite nuance qui a été faite dès le match 3, pour le match 3-4-5 notamment, ça a été ça. Ça a été Jamal Murray, plutôt que de négocier le pick and roll classique, en fait, quand Jokic s'approche, tu lances la balle à Jokic, et ensuite off-ball, sans ballon, t'as plus de liberté, donc tu peux faire des feintes, je pars d'un côté puis je pars de l'autre, ou alors tu peux tout simplement courir plus simplement, être plus rapide, et donc pour le défenseur, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur de suivre, et donc de traverser l'écran sur ce genre de get action. Donc ça a été fait, ça a permis de déverrouiller beaucoup plus de choses, puisque ensuite, comme le premier rideau défensif n'était pas assez bon et n'arrivait pas à rester accroché à Jamal Murray, forcément le défenseur intérieur
celui qui défend le poseur d'écran, donc celui qui défend Jokic, bah, il était un peu obligé parfois de monter sur Murray pour le contenir, parce que voilà, pourquoi est-ce qu'on pouvait aussi ne pas sortir sur Murray, c'est parce que Anthony Edwards ou Nickel Alexander-Walker, ils restaient bien accrochés, donc il n'y avait pas tant besoin que ça. Mais par contre, quand ils commencent un peu à être perdus, parce que on pratique des get action où ils sont un peu off-ball, et donc off-ball, Murray, il est plus rapide, il peut prendre l'écran un peu différemment avec l'angle qu'il veut, plutôt que de devoir dribbler. Bah, parfois, Towns était un peu obligé de monter sur Murray, parce que sinon le décalage était trop gros. Et donc, une fois qu'il montait sur Murray, qu'est-ce qui se passait ? Ça déclenchait le système habituel de Murray qui fait la passe, ensuite il a 2 sur le ballon, 2 sur lui, il fait la passe à Jokic qui a un décalage puisque le gros n'est plus sur lui, il est sur Murray, donc décalage, et ensuite derrière c'est soit j'ai un petit pick and pop, soit j'ai le pick and pop à mi-distance plutôt qu'à 3 points, soit je peux aller scorer dans la raquette, soit sinon il reste Jokic plus Aaron Gordon en 2 contre 1 contre Gobert qui est un peu étiré entre les deux. Voilà. C'est get action, ça a permis un peu de déverrouiller tout ce jeu à 2 entre Jokic et Murray. Donc ça a été bien fait. Et puis l'autre très très bon ajustement. Alors oui, je n'ai pas précisé, mais aussi beaucoup plus de side pick and roll. Qu'est-ce que c'est les side pick and roll ? C'est on enlève tout le monde d'un quart de terrain. Voilà, il y a personne dans le corner. Et puis on fait un pick and roll qui part vers l'extérieur. Voilà, c'est le classique, c'est ce qu'aime beaucoup faire Jamal Murray, notamment sur le côté gauche du terrain, parce qu'en fait il drive sur sa main gauche. Et donc voilà, et on a fait beaucoup de ce genre de side pick and roll où on part vers l'extérieur plutôt que des pick and roll plein centre du terrain, où Minnesota, plein centre du terrain, ils peuvent voir venir, ils peuvent mettre un mec côté faible et côté fort dans la raquette déjà pour compenser, etc., etc. Voilà, avec des side pick and roll, on a ressorti cette arme-là, et notamment, pourquoi est-ce que ça a marché ? C'est que ça permet un peu d'étirer la défense dans toute la verticalité. Parce que Murray qui part de l'aile et puis qui va très fort vers le corner sur cette action, vers le pick and roll qui sort sur le côté, ça soit le mec soit Towns, on va parler concrètement, soit Towns restait sur Murray, et donc à 3 points au niveau du pick and pop, il y avait Jokic, mais qui était très loin, qui restait lui sur l'aile, soit sinon il était abandonné, personne ne montait sur Murray, et donc Murray pouvait aller au panier. Bref, ce genre de side pick and roll, et notamment, on en revient au shotmaking, pourquoi ça a aussi beaucoup marché, c'est parce que sur ces matchs-là, le pick and pop à 3 points de Jokic, il rentrait très bien. Donc c'est aussi pour ça, en partie, qu'on parlait du pick and pop comme arme clé, c'est pour ça, notamment pour ce genre d'action. Donc retour beaucoup du side pick and roll aussi qui a été très utile, plutôt que le pick and roll plein centre, où on aime bien le faire plein centre, parce que si on arrive à créer un décalage plein centre du terrain, ça permet à Jokic d'être au cœur du jeu, et donc de distribuer le jeu ensuite, d'être plus dangereux. Ok, mais bon, quand ça marche pas, on fait des pick and roll sur le côté, entre guillemets, et puis ça libère pas autant d'espace, mais au moins ça débloque certaines situations. Et puis oui, il y a un autre aspect qui a été beaucoup utilisé, notamment match 5, je crois. Alors ça a été fait un peu au début, mais ça a été criant match 5, c'est les pick and roll inversés. Voilà, c'est aussi une parade de Denver, que Denver sait faire, et sait faire très bien, c'est les pick and roll inversés. Qu'est-ce qu'on appelle pick and roll inversé ? C'est le gros qui a la balle, et c'est le petit qui pose l'écran. Voilà. Pick and roll classique, c'est le petit qui dribble et le gros qui pose l'écran. Vous le connaissez. Inversé, c'est l'inverse, littéralement. Donc c'est Jokic qui avait la balle, et c'est le petit qui venait poser l'écran. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'on a pu développer pas mal de choses, parce que Towns ou les gros de Minnesota, c'est pas pareil de devoir défendre un certain schéma, dans un certain schéma, on sait que je dois rester sur Jokic parce que j'ai une aide derrière de Gobert, et puis bref, je défends un poseur d'écran. C'est pas pareil que défendre un porteur de balle. Donc déjà, il y avait cette donnée-là, c'est pas tout à fait pareil, et puis surtout, il y avait pas mal de nuances qui avaient été, qui ont pu être déroulées, pas mal de systèmes un peu différents sur ce pick and roll inversé, donc soit des pick and roll un peu inversés, un peu classiques, plein centre du terrain, soit des pick and roll inversés sur le côté, des pistol action, quand on monte la balle un peu sur l'aile. Bref, à partir de là, on avait Reggie Jackson qui pose un écran et qui ensuite roulait au panier, à la manière d'un vrai intérieur, entre guillemets, en tout cas d'un vrai poseur d'écran. Voilà, le secret étant que le défenseur de Reggie Jackson ou de Jamal Murray, en général, c'était Mike Conley, ou c'était un mec qu'on voulait pas qu'il switch sur Jokic. Évidemment, c'est ça un peu la clé, c'est que la clé de ces pick and roll inversés, c'est qu'on ne veut pas switcher. Si les 3-4 fois où il y a eu un switch, qui n'était pas volontaire d'ailleurs, les 3-4 fois où on a eu un switch de Minnesota sur les pick and roll de Jokic, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Jokic qui est allé au poste bas punir immédiatement. Donc voilà, on ne veut pas switcher, et donc ce qui fait que on a ces pick and roll inversés où on ne switche pas, donc ça donne un décalage quelque part. Et donc c'était soit le roll ROLL du petit qui va au panier, soit sinon le pick and pop aussi, qui a été fait avec KCP, qui posait son écran, un écran vers le bas, et puis ensuite qui remontait pour le pick and pop, et donc cette action aussi a beaucoup marché. Donc voilà,
pas mal de très bons ajustements de la part de Mike Malone en ce milieu de série. Après, il faut pas dire que... Enfin, ajustement, mais aussi, évidemment, le shotmaking a beaucoup aidé. Hein. Comme dit, le fait que, bah oui, les tirs rentraient à 3 points, d'un coup, les tirs rentraient à 3 points et rentraient très très bien. C'est pas juste qu'ils rentraient un peu, c'est qu'ils rentraient beaucoup. On a dit plus de 50% de réussite sur les matchs du milieu de série. Donc ça aide aussi, mais il faut quand même souligner les bons ajustements qu'a trouvé Mike Malone et Denver. Voilà, là on était clairement sur l'affrontement qu'on avait imaginé, c'est-à-dire au début un aspect du terrain qui est dominé par la défense qui a réponse à tout, et puis tout de même, vu que Denver est une attaque qui elle-même a réponse à tout, des ajustements. Voilà, donc un partout la balle au centre, enfin non, pas totalement, puisqu'on était quand même à 3-2, et puis pour décrire la fin de série qu'on n'a pas encore abordé, ce qui a été fait, pas mal d'ajustements cette fois côté défensif pour les Wolves sur ce pick and roll, Jamal Murray et Nikola Jokic. D'abord, ce qu'on a fait, c'est passer sous les écrans, au niveau des lignes extérieures. Là, je parle d'abord, c'est-à-dire, ben voilà, si on veut faire des get action, par exemple, donc si Jamal Murray est off-ball et veut faire une course off-ball où c'est plus facile de se démarquer, de prendre l'écran et de créer un décalage, bah finalement, le défenseur de Minnesota, il n'est pas obligé de passer par-dessus l'écran, en fait. Hein. Il n'est pas obligé de traverser l'écran, il peut juste passer sous l'écran et ressortir de l'autre côté. Et donc, voilà, arriver plus en position, plus tôt, et annihiler un peu le décalage. Voilà. Premier ajustement, c'est on est passé beaucoup plus sous les écrans parce qu'en plus, sur ces actions, Jamal Murray, il n'a pas la balle sur les get action. Donc, il peut pas. C'est pas comme s'il pouvait punir, genre, tiens, tu passes sous l'écran, j'ai la balle en main, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis proactif. Ah tiens, je te vois aller sous l'écran, je peux reculer et prendre le 3 points. Non. Sur les get action, littéralement, il n'a pas la balle. Hein, c'est tout le principe. Donc, quand le mec passe sous l'écran, tu peux pas réagir aussi vite et punir aussi vite. Donc, premier ajustement de la part de Minnesota. Il y en a eu un deuxième au niveau du pick and roll qui a été de faire des late switch. Qu'est-ce qu'on appelle des late switch ? C'est finalement, on fait un switch, mais que à la fin. C'est-à-dire que pick and roll, Jamal Murray, Jokic, ok, vous voyez, Towns qui reste un peu bas, en tout cas qui essaie de contenir Jamal Murray. Et donc là, on se dit, s'il contient Jamal Murray, ça veut dire 2 sur le ballon, ça veut dire le pick and pop qui est ouvert pour Jokic. Mais en fait, non. En fait, non, parce que le défenseur du petit, finalement, il ne traversait pas l'écran jusqu'au bout, il est resté sur Jokic. Et donc comme ça fait un switch, un late switch, et c'est en fait on part comme si on allait faire un drop, en gros, grosso modo, sauf qu'à la fin on continue pas le drop, on fait un switch, et donc le pick and pop, l'option du pick and pop est totalement annihilée. Voilà, ça aussi on l'a vu beaucoup plus souvent en fin de série qu'en début, et sachant que c'était fait surtout sur des pick and pop, justement, pour un peu priver de cette option. C'est vrai que s'il l'avait fait un peu plus tôt, Denver aurait pu, en sachant ça, le provoquer et puis ensuite faire tourner, aller au poste bas, s'installer et punir un mismatch. Sauf que là, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps en termes de série, mais surtout, il n'y avait pas le temps en termes de possession. Parce que le temps que les Timberwolves faisaient ça, ensuite, ils arrivaient ensuite à compenser si Jokic voulait aller s'installer au poste bas. Quoi. Donc voilà, ça aussi, ça a été un ajustement, le late switch. Je pense aussi, alors, je ne sais pas si on peut mettre ça dans l'ajustement tactique ou pas, mais je trouve que la pression qui a été mise en premier rideau, elle était revenue, pour le coup. Là où ils avaient eu un peu plus de difficultés au match 3 et 4 à Minnesota, mais paradoxalement, j'ai trouvé qu'en fin de série, on a retrouvé un peu le côté punch, le côté extrêmement agressif, le côté on reste accroché sur les écrans, notamment. Donc voilà, ce côté pression sur le ballon était revenu à un niveau d'élite, et surtout, j'ai trouvé la différence était un certain playmaking défensif aussi. Peut-être pas sur la totalité des matchs, mais on retrouvait un peu cet aspect de pas seulement rester accroché, pas seulement rester en position, mais aussi arriver à forcer des turnovers. Voilà, ça c'était aussi important. Donc on a retrouvé un peu ça. En termes de couverture tactique aussi, défensivement, pas mal de variété là aussi sur les schémas. En tout cas, d'un écran à un autre, parfois on changeait un peu pour apporter un élément de surprise. C'est-à-dire que par exemple, il y a un premier pick and roll qui se fait, on passe sous l'écran et puis Gobert reste en drop. Et puis ensuite, s'il y a un rescreen ou s'il y a un pick and roll la position d'après, on fait un switch. Ça, on l'a vu, notamment. On l'a vu sur une possession où la première fois, Jamal Murray se dit « Ah bah tiens, ils font comme ça, je fais un rescreen et je vais réutiliser dans l'autre sens. » Et en fait, non. Sur le rescreen, Gobert s'est switché et il a privé Jamal Murray de son pull-up un peu ouvert à mi-distance. Quoi. Donc voilà, un peu de variété aussi en termes de couverture. Je vous renvoie vers la vidéo de Ben Taylor si vous voulez, mais il a un peu détaillé ça. Il a bien détaillé d'ailleurs en images, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Mais voilà, ça si vous voulez voir ça aussi. Et puis également, oui, beaucoup plus d'activités off-ball pour essayer de compenser et des aides aussi sur le pick and roll qui ont pas mal aidé au cas où il y avait des décalages. Et ça, pour le coup, on en avait parlé en preview, c'est-à-dire que c'était le double avantage de cette défense, c'est que il y a un aspect de défense on-ball d'élite, ok, donc déjà, elle va pouvoir empêcher Denver d'avoir le décalage à la base, ok, mais c'est pas que ça. La force de Minnesota,
c'est aussi d'être bon off-ball et dans la défense, dans l'espace. Et donc, même sur les fois où Denver arriverait à créer un décalage sur le ballon et sur l'écran, il y a tout de même les compétences derrière pour faire les rotations, pour absorber le décalage, etc. etc. Donc là, c'est ce qu'on a vu aussi sur la fin de série, c'est-à-dire une activité depuis les aides, corner côté fort, côté faible, qui a été très bonne. Et donc, ce qui me permet d'enchaîner sur un autre point. Là, on a pas mal décrit la bataille tactique entre match 1-2, ensuite 3-4-5 et 6-7 sur le pick and roll. Le pick and roll Jamal Murray-Jokic, je veux dire. Mais ensuite, c'est vrai que on peut passer aussi sur l'autre aspect qui a été le post-up. Le post-up est plus globalement le cas Nikola Jokic, où là encore, on a eu de l'ajustement qui a été fait. Là encore, on utilise un peu une espèce de technique du 1 contre 2, on va dire. C'est-à-dire que pick and roll, en fait, il défendait à 3, comme dit. C'est-à-dire que Towns restait sur Jokic et puis Gobert était derrière pour apporter une aide en plus pour aider sur Jamal Murray. Donc voilà, un espèce de 3 contre 2, on va dire, sur le pick and roll. C'était un peu le même principe sur tout ce qui est post-up et isolation de Jokic. C'est-à-dire, vous le savez, en premier rideau, on a mis Towns. Pas Gobert, mais Towns. Et puis, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce que en fait, c'est pas un vrai 1 contre 1 de Towns versus Jokic. On a aussi une aide au panier de Gobert. Voilà, c'est toute la clé de la série était là. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont dit « Ah oui, mais les stats individuelles de Towns face à Jokic, elles sont très bonnes, etc. » Oui, mais c'est parce que, justement, Towns, il n'était pas en 1 contre 1. Il était en 1 contre 2. Donc, ça n'a pas de sens de comparer ça avec les stats de Gobert qui, lui, était en vrai 1 contre 1, justement. Mais bref, donc ça, c'était un peu l'idée de base, vous le savez, c'est les post-ups de Jokic. Towns d'abord, premier rideau, et puis Gobert en aide derrière qui, pareil, qui abandonne totalement Aaron Gordon pour aller zoner sous la raquette. Et donc, la conséquence, c'est que soit on empêche un tir au panier, soit quand il est au panier, on a Gobert qui vient aider et qui vient effacer le tir. Voilà. Mais globalement, ça a surtout servi en fait à faire que Towns, il avait juste à être un peu actif, à lever les bras. Et forcément que Jokic devait se contenter de fade away à quelques mètres du panier plutôt que d'aller sous le panier pour un lay-up parce qu'il y avait Gobert, quoi. Donc voilà, on arrivait à bien verrouiller ainsi le post-up. Ça, c'était le match 1. On a eu ça dès le match 1. Match 2, sans Gobert, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une autre tactique qui a été de faire de prise à deux, en fait. C'est-à-dire que Gobert, on avait eu une aide, mais pas une aide agressive, c'est juste je reste sous le panier au cas où. Donc ça fait un 1 contre 2 au cas où les mecs viennent dans ma zone. Mais sauf que match 2 sans Gobert, puisqu'il était absent parce qu'il a eu un enfant. Et donc il n'était pas là. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé la technique de dès que Jokic touche la balle au poste bas, on fait une prise à deux. Voilà, très simplement. Et une prise à deux, non pas qui arrive depuis la ligne de fond, mais depuis l'aile, depuis le haut, depuis le top, from the top, comme on dit. Et notamment, il y avait l'aide qui venait, et de suite, on avait aussi un système de rotation qui venait compenser, bien sûr. Donc c'est-à-dire, quand on a l'aide qui descend depuis l'aile vers le poste bas, on avait de suite quelqu'un qui venait compenser depuis l'autre aile vers la première aile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pour priver la passe vers l'option, le passeur le plus proche, qui venait d'être abandonné, donc, par le mec qui fait la prise à deux. Donc voilà, tout un système de rotation qui a été fait. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dès le début, dès le match 1, malgré ce schéma de 1 contre 2 voulu par Minnesota, ce que faisait Jokic, c'est dès le match 1, on recherchait au maximum, le plus possible, le 1 contre 1 et en fait surtout le match-up avec Gobert. Parce que la différence, c'est que quand on avait Towns qui était sur Jokic, il y avait Gobert qui venait aider, ok, mais par contre, quand c'était Gobert sur Jokic, on le laissait en 1 contre 1. Voilà, on voulait pas se découvrir, on laissait Gobert en 1 contre 1. Donc dès le match 1, dès le tout début de la série, on a eu le plus possible Jokic qui essaie de remonter vite en transition pour avoir le mauvais match-up, ou qui essaie d'obtenir le switch ou de ce genre de choses. Bon, ça n'a pas trop marché, quoique ça a plutôt pas mal marché tout de même, dès le match 1. On a vu que les possessions de 1 contre 1 de Jokic contre Gobert, c'était plutôt pas mal également. Et évidemment, c'est un peu comme ça que c'est ça qui a été aussi l'ajustement de Denver sur la suite de la série, c'est ne pas se laisser enfermer sur ce 1 contre 2, mais plutôt essayer de provoquer le plus possible ce 1 contre 1 contre Gobert. Pas parce que c'est Gobert qu'il est pas bon au poste bas, mais parce que justement, si on a Gobert, on réussit à laisser Jokic en 1 contre 1, alors que sinon, c'est 1 contre 2. Voilà, donc ça, c'est très simple, c'est comme ça qu'a abordé la série Denver, et c'est comme ça qu'ils ont fait sur les fameux matchs 3, 4, 5, c'est
ils sont arrivés à beaucoup plus provoquer de switch de la part de Minnesota, et donc beaucoup plus aller chercher et titiller le 1 contre 1 avec Gobert. Et évidemment, ça a très très bien marché. Je pense qu'on a tous en tête le fameux match 5, le festival offensif de Jokic sur Gobert, où il met des tirs un peu sortis de nulle part, tous les tirs sont défendus, mais c'est que du shotmaking pur, assez incroyable. Donc voilà, match 5, mais comment donc ils sont arrivés à faire ça ? Pas mal de choses ont été testées, notamment, évidemment, déjà la transition. Hein. Déjà, on essaie de remonter le plus vite possible en transition pour avoir le mauvais match-up. Et puis, ce qui a été fait aussi, c'est beaucoup de pick and roll entre gros, en fait. Les pick and roll 4-5, on a vu beaucoup. Alors, dès le match 2, mais il n'y avait pas Gobert. Donc, on l'a surtout vu match 3, 4, 5. Les pick and roll 4-5, les pick and roll poste 4, poste 5 avec Aaron Gordon, où ça switchait. Et quand ça switchait pas, ça laissait un décalage, Gobert restait en drop, et donc il y avait un petit pull-up pour Jokic, paradoxalement, comme un vrai extérieur, donc ça marchait pas. Donc forcément, au bout d'un moment, les Timberwolves se sont mis à switcher, bien sûr, et donc ce qui a offert tout ce genre de 1 contre 1, en fait, à Jokic. C'est ce qui lui a permis d'avoir Gobert sur lui, et donc d'attaquer plus frontalement. Ça a été fait, ce fameux pick and roll entre poste 4, poste 5 pour provoquer ces switches. On a eu le fameux shotmaking pur, bon ça c'est pas tactique, mais c'est un élément qui a beaucoup aidé. Et puis aussi pas mal de comment dire, on l'a évoqué, mais beaucoup de variétés tactiques aussi qui ont été pas mal pour l'utiliser un peu plus off-ball, et pas rester sur ce côté post-up un peu, rester dans le piège des Minnesota. Non. Il y a beaucoup aussi de flex action, beaucoup de horns, beaucoup de pin down aussi, beaucoup de zoo action. Enfin bref, des termes un peu compliqués pour dire qu'il a été utilisé de plein de manières différentes, Jokic, en sortie d'écran, sur des dribble end-off, etc. En isolation aussi, isolation poste-haut, tête de raquette, plutôt que poste-bas, donc face au jeu. Voilà, aussi un ajustement qu'on a vu, c'est ne pas se laisser enfermer au poste-bas, mais d'essayer de l'utiliser un peu différemment. C'est aussi toute la force de Jokic, c'est de pouvoir être utilisé très différemment. Donc c'est ce qui a été fait sur ces matchs 3, 4, 5 notamment. Allez voir les vidéos qu'on a pu faire pour décrypter tout ça. Et puis l'autre élément aussi, ça a été de jouer sur ce mouvement, notamment avec des cuts un peu dans le dos. C'est-à-dire que plutôt que d'aller au poste bas, on fait genre qu'on va au poste haut. Et puis en fait, on fait une coupe depuis le poste haut vers le poste bas, un vrai backdoor. Et bon, ça va pas aussi vite que si c'était un backdoor de John Wall ou de Ja Morant, on est d'accord. Enfin, John Wall, c'est pour les plus vieux, hein, vous aurez compris. Mais non, ça va pas aussi vite qu'un backdoor d'un extérieur, mais sauf que il est quand même assez mobile, et surtout, c'est beaucoup plus rapide par rapport aux standards des intérieurs. Et donc, c'est comme ça que Jokic est aussi arrivé à faire des cuts dans le dos de Gobert, dans le dos de Towns, dans le dos de Naz Reid, ces fameux cuts depuis la tête de raquette vers le poste bas. Donc, cette notion de mouvement qui a été faite pour ne pas se laisser enfermer sur du post-up un peu statique non plus. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est apparu, c'est-à-dire qu'en termes de match-up, aussi en termes de match-up et de qui est-ce qu'on fait jouer ou pas, notamment, on a aussi beaucoup fait jouer Justin Holiday. Déjà, il a pris la place de Peyton Watson, qui est un non-shooter, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas du tout respecté. Mais même Justin Holiday qui était utilisé sur des line-up avec les titulaires. Notamment, il y a un match au tout début, je crois que c'est le match 4 de mémoire, le match 4 où Aaron Gordon est en problème de faute, et donc on fait entrer Justin Holiday de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Magie. Les match-up changent directement. C'est-à-dire que dès le début de match, les titulaires, on ne laisse pas Towns sur Jokic, plus Gobert en aide. Et pourquoi ? C'est parce qu'avec des line-up beaucoup plus en 5 out, entre guillemets, et sans un non-shooter ou un mauvais shooter à abandonner, Aaron Gordon, qui pourtant en plus a mis des tirs, mais sans un shooter comme ça qu'on respecte moins, quelle était la conséquence ? C'est que Gobert ne peut pas abandonner aussi facilement Justin Holiday à 3 points, parce que lui, c'est un vrai bon shooter. Donc, si Gobert ne peut pas aider, ça veut dire que Towns se serait retrouvé en 1 contre 1, et donc, Minnesota a dit, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a de suite switché, de nouveau, Jokic, qui est défendu par Gobert. Voilà, donc ça c'était aussi une formule magique de la part de Denver, et peut-être une piste à explorer, peut-être, pour l'an prochain. Gordon, c'est très bien, il a de très très bonne qualité, il a été utile sur la série, mais à quel point est-ce qu'il manque pas peut-être un espèce de poste 3-4, ou en tout cas, ou alors même un backup 5, mais quelqu'un de plus pour être un shooter, pour déverrouiller un peu ce genre de système, et pour empêcher le côté 1 contre 2. Empêcher que Gobert puisse être mis sur quelqu'un qui ne shoot pas, et qui donc puisse venir en aide, en fait. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est à ce point un ajustement de line-up et de rotation que Peyton Watson n'a plus du tout joué post-match 2. Alors attendez, je vais aller voir ça quand même, mais je crois que de tête, j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui sur le reste de la série. On a plutôt vu, justement, Justin Holiday.
Et donc Peyton Watson, voilà, Peyton Watson, le jeune ailier défensif surtout, mais qui a été abandonné au premier tour par Anthony Davis, qui a été abandonné sur le début de la série par Gobert, il s'est fait prendre la place par Justin Holiday, parce que Justin Holiday, il shoot. Et donc, en effet, match 1 et 2, il a joué. Match 3, il joue à peine 5 minutes. Et puis ensuite, il joue pas. Ou à peine 10 secondes de garbage time. Et puis ensuite, 10 minutes, match 6. Mais c'est 10 minutes de garbage time. 4e quart-temps de garbage time pour le match 6, puisque c'était une rousse. Et puis, il n'a pas joué du match 7. Voilà, donc ça aussi, c'est été un ajustement de la part de Mike Malone. C'est on modifie un peu les rotations. Donc plus de shoot pour essayer de dissuader ce côté aide et roamer, le fameux roamer, on prononce le mot, mais le fameux libéraux défensif qui abandonne un shooter pour aider librement en safety au panier. Voilà, ça c'était un ajustement de la part de Mike Malone et peut-être, comme dit, aussi une piste d'amélioration. À réfléchir pour l'an prochain, ce serait bien d'avoir une possibilité de line-up avec 4 shooters autour de Jokic pour empêcher ça. Bref, et donc ça c'était les ajustements de la part de Mike Malone et de Denver en match 3, 4, 5, donc les pick and roll entre gros pour faire des switches, les line-up avec plus de shoot aussi, les différents sets pour utiliser Denver un peu plus librement et en mouvement aussi, les cuts dans le dos, etc. Le création de 1 contre 1 et de 1 contre 1 contre Gobert surtout, ok. Et puis donc, match 6-7, qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? Là, Minnesota a sorti le bazooka, grosso modo. C'est un peu ça en termes de tactique, c'est-à-dire que on avait soit des séquences, comme dit, sur le terrain, où on avait Gobert sur le terrain, donc au niveau de Jokic, on le défendait avec Gobert en nombre sous le panier, plus Towns sur Jokic, voilà. Soit, quand on n'avait pas Gobert sur le terrain, c'était des prises à 2. Donc c'est-à-dire que dès que Jokic avait la balle au poste bas, on déclenchait la prise à 2 depuis l'aile, comme décrit, parce qu'on n'avait pas Gobert derrière pour aider. Ok, donc c'était soit l'un, soit l'autre. Et donc, que s'est-il passé match 6 et en sortant de ce festival de Jokic contre Gobert en match 5, et pas que contre Gobert, mais notamment contre Gobert, qu'est-ce qu'on a fait? Match 6-7, Minnesota a dit on fait les deux. Voilà, on fait les deux, c'est-à-dire que sur le ballon, on laisse Towns avec une aide derrière au panier de Gobert qui reste sous le panier pour aider et pour empêcher d'aller au panier, mais en plus, on déclenche des aides pour le faire lâcher la balle. Voilà, c'est clairement... On n'y va pas de main morte, hein. On utilise les deux atouts en même temps, cette fois-ci, match 6 et 7. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'affronter un schéma ou l'autre, Jokic, même quand il y avait Gobert sur le terrain et qu'il attendait au panier, même quand il avait la balle au poste bas, il avait quelqu'un qui venait aider, prise à 2, pour donc le faire lâcher la balle le plus vite possible. Et en effet, c'est un schéma que Jokic connaît, il a déjà connu, contre Denver, contre les Lakers aussi, il y avait ce plan de jeu-là, il est capable de faire les bonnes lectures, il est capable de trouver le shooter ouvert, même si les rotations sont très bonnes, etc., mais pas tout le temps. Et ça le force de facto à lâcher la balle. Prise à 2 sur le post-up, ça le force à lâcher la balle. Donc, ça a été un peu l'atout côté Minnesota pour agresser encore plus et pour sortir cette carte-là un peu quitte double, hein, parce que c'est vrai que si tu as les bons shooters et si les shoots rentrent, c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais autre ajustement qu'on a vu aussi, match 3, 4, 5, c'était Jokic qui s'amène lui-même sur le post-up. Plutôt que d'attendre que quelqu'un lui donne la balle sur post-up, il a aussi initié beaucoup d'actions lui-même, pick and roll, mais aussi donc post-up, et ce qui permettait, vu que lui peut s'installer tout seul sur le post-up, on pouvait mettre à côté de lui un Michael Porter Jr., qui, Porter Jr. n'est pas capable de donner la balle au poste bas à Jokic, ok. Donc on ne pourrait pas l'utiliser directement à côté de Jokic, mais sauf que si Jokic est capable de s'installer tout seul au poste bas, on peut mettre Porter à côté. Pourquoi? Pour le shoot. Et donc, quand il y avait une prise à 2, ça ressortait directement sur Porter Jr. qui pouvait punir. Bon, là il se trouve que il n'a pas pu, les tirs ne sont pas rentrés, et donc voilà, il y a eu cet ajustement très, très agressif de finalement on a Gobert sur le terrain sous le panier, ok, mais en plus on va te faire lâcher la balle le plus tôt possible. Et donc on va faire jouer les autres. Donc oui, très risqué comme stratégie, mais au final ça a payé. C'était payant. Peut-être que ça a été aidé par le non-shot-making de Denver sur ces matchs 6 et 7. Mais voilà, c'était le pari qui a été un pari gagnant. Pari risqué, mais gagnant de la part de Mika Nori et de Chris Finch, côté Minnesota. Et puis aussi, autre ajustement majeur, c'est que vu que Denver cherche le switch pour obtenir le 1 contre 1 plutôt que 1 contre 2, mais pour obtenir le 1 contre 1 Jokic contre Gobert plutôt que contre Towns plus Gobert, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a vu Towns passer sous les écrans sur les pick and roll 4-5. Voilà, c'est-à-dire que en début de série, on a vu parfois, il essayait de traverser l'écran et Gobert était en drop et donc ça faisait un petit pull-up pour Jokic, ok. Et puis donc ensuite, on a vu beaucoup de switch et donc Jokic pouvait obtenir Gobert et donc attaquer en 1 contre 1, très bien.
Et donc, l'ajustement de la part de Minnesota, ça a été de dire, tu passes sous l'écran, mais tu ne switches pas. Voilà, Towns, quitte à concéder d'ailleurs le 3 points, tu concèdes le 3 points, ce qui, là encore, on retombe sur le côté shot-making. Jokic n'a pas pu punir quand ça passait sous les écrans avec le 3 points, c'est dommage. Mais voilà, l'ajustement, ça a été, tu passes sous l'écran et tu reviens en position le plus vite possible de l'autre côté de l'écran, mais on ne switche pas et on reste sur ce schéma de Towns face à Jokic, plus Gobert, qui est libre de venir aider. Donc, encore un ajustement gagnant défensif cette fois de la part de Minnesota. Et d'ailleurs, c'est à ce point caricatural que si vous regardez la première mi-temps du match 6, Towns passe sous les écrans et donc voilà. Que se passe-t-il à la mi-temps? Et au retour de la mi-temps, première action de la deuxième mi-temps du match 6, Mike Malone appelle un système, un Horns. Bref, il est censé, Jokic est censé, il remonte la balle en plein centre du terrain, il fait la passe à quelqu'un qui est au poste haut et puis il est censé couper vers le panier. Donc, Towns, forcément, il passe sous les écrans, il commence à aller sous le panier, mais en trichant beaucoup, en contournant tous les écrans. Et en fait, le système, c'est précisément fait pour cibler ça. Et Jokic ne fait pas la coupe et il ressort directement, il reste à 3 points pour le pick and pop. Et effectivement, pick and pop totalement ouvert. Donc, c'était tellement caricatural que, en effet, Mike Malone et le staff de Denver a vu ça et dès le premier système de la deuxième mi-temps, ils se sont dit on va appeler ça pour le punir. Mais sauf que, voilà, les tirs, ils les avaient, mais ils les ont pas mis. C'est un peu le thème de ces matchs 6 et 7, et ce qui a permis au final que Minnesota s'en sorte grâce à cette tactique extrêmement risquée, ces schémas risqués, mais qui ont marché. Ça a marché. Passer sous les écrans, ils n'ont pas été punis, et puis ne pas switcher, enfin non, pas, ça on l'a déjà dit, pardon, mais aussi de faire des prises à deux en plus de Gobert qui est sous le panier, faire des prises à deux pour faire ressortir la balle et pour priver Jokic de la balle, ça aussi c'est agressif, et Denver aurait pu punir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que les tirs ne sont pas rentrés, tout simplement. Et c'est vrai que au milieu de tout ça, je pense qu'il faut souligner à quel point Minnesota avait un personnel très, très spécifique, anti-Denver, mais surtout la grandiose série de Rudy Gobert. Je sais que ça va faire un peu chauvin, mais bon, moi, pour le coup, en termes de basket, je suis le mec le moins chauvin du monde parce que j'ai jamais regardé une seule seconde de basket français et tout. Enfin, voilà, moi, j'ai découvert la NBA, donc on peut pas trop me traiter de chauvin basketballistiquement. Je m'en fiche un peu des Français en NBA, même à tout dire. Mais pour le coup, on est sur une série qui a été excellentissime de la part de Gobert. Et malgré ce côté où, oui, sur des 1 contre 1, il se fait battre. Alors que Towns, il se faisait pas battre aussi facilement. Ah tiens, on fait sortir des stats, on fait sortir des highlights de regardez, le défenseur de l'année se fait avoir par le MVP. Alors, premièrement, c'est le MVP, c'est le quadruple MVP en titre pour une raison. Hein, c'est vous regardez les tirs de... Je l'ai fait d'ailleurs, je l'ai fait en vidéo si vous voulez voir. Regardez les tirs du match 5, ce ne sont que des tirs contestés. Enfin, Gobert est vraiment sur les tirs à chaque fois. C'est juste, entre guillemets, que Jokic met les tirs. Donc déjà, il y a cet aspect-là, hein, finalement. Certes, c'est le défenseur de l'année, mais le MVP, il est trop fort, en fait. Même les tirs compliqués et contestés, il les met. Et puis, deuxièmement, comme dit, c'est un peu de mauvaise foi de comparer des chiffres de Gobert avec ceux de Towns. C'est pas coucou Draymond Green, hein, d'ailleurs, mais c'est pas du tout Towns qui fait un meilleur boulot que Gobert. C'est juste, il pratique pas le même sport, en fait. C'est pas le même exercice. C'est-à-dire que Towns, quand il est sur Jokic, il a de l'aide derrière, on l'a déjà dit, alors que Gobert, lui, on le laissait en 1 contre 1. Et on le laissait en 1 contre 1 pour limiter la création de décalage, parce que si tu fais des prises à 2 en plus pour aider Gobert, ça libère des tirailleurs, quoi. Donc voilà. Et puis, tu fais des prises à 2 parce que ça protège Towns, donc ok, mais quand ça fait extra passe, Gobert, qui n'est pas sur Jokic, il est sous le panier. Donc même si ça fait un circuit d'extra passe et que ça peut attaquer le close-out, ça ne va pas au panier parce que Gobert est là pour l'empêcher, alors que si tu fais des prises à 2, quand c'est Gobert qui est sur Jokic, voilà, extra passe, on attaque le panier, Towns, il n'a pas du tout cette protection de panier. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Mais voilà, je voulais aussi souligner le fait que c'est un peu injuste ce qu'on a dit sur Gobert et sur cette attaque, l'attaque de Jokic face à Gobert, d'accord, mais sauf que il y a aussi une raison, c'est qu'il était laissé à 1 contre 1, premièrement, et puis même deuxièmement, en fait, la série est fabuleuse en termes de protection du panier, dissuasion, et tout ce qui est défense et activité off-ball, en fait. Vraiment, c'est, à part le côté, il se fait cibler parfois en 1 contre 1, et puis effectivement, il peut pas contenir un des meilleurs scoreurs de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'NBA. Ok, mais à part ça, l'activité off-ball en termes de dissuasion, en termes de protection du panier, en termes de rotation, c'était parfait. La série était grandiose de la part de Gobert défensivement. Offensivement, peut-être pas à ce point, mais défensivement, ça a été magnifique. C'est parti depuis le match 1 où il fait une action clutch, vous savez, où il est en 1 contre 2, Jokic versus
versus Gobert versus Gordon qui est dans le dos, il fait la feinte de monter sur Jokic, puis il revient et il empêche le alley-oop dès le match 1. Et puis c'est allé toute la série en fait. Toute la série, il a tout géré magnifiquement en défense off-ball. Donc voilà, et puis comme dit aussi, la question du spacing peut-être qui est réglée. Ah oui, je ne l'ai même pas évoqué, mais un point qu'on avait souligné en preview, qu'on a vu en effet se réaliser, la seconde unité de Denver a été cata. Vraiment. Alors, ça a été un peu sauvé parce que comme dit Mike Malone, dès le match 1, il a fait les bons ajustements, à savoir ne pas laisser Jamal Murray tout seul, la fameuse seconde unité, Jamal Murray plus Aaron Gordon, et puis on déroule comme ça. Il n'a pas laissé eux tout seul, il a mis aussi Michael Porter Jr. et 6 minutes en même temps pour avoir un peu une double menace de ou le pick and roll de Jamal Murray ou alors des sorties d'écran de Porter Jr. Bon, ça a été moins cata en effet, mais si on se concentre sur seulement le côté la Jamal Murray offense, bah voilà, il a quand même bien souffert comme prévu face à McDaniels, face à Alexander Walker, face à Anthony Edwards. Et en effet, sur un pick and roll Jamal Murray avec Gordon, quand il n'y a pas Jokic, il y a quand même beaucoup moins de star power et beaucoup moins de force de frappe, on va dire, donc pas le même poids sur les défenses. Et puis, comme Minnesota est capable de traverser les écrans magnifiquement et donc d'annihiler tout décalage en fait dès le départ, voilà, ça a été un peu le secret. Le secret, c'est que, enfin un secret non, pas un secret, mais la formule magique, en tout cas, c'est que la seconde unité de Denver a été très mauvaise en fait. Enfin, en tout cas, assez mauvaise. Les minutes ont été largement gagnées par Minnesota parce que Chris Finch a bien laissé sur le terrain pendant ces minutes-là ses défenseurs d'élite, plutôt que laisser la seconde unité. Donc oui, on a matché les minutes des bons défenseurs qui pouvaient annihiler la Jamal Murray offense. Ok, super. Et de l'autre côté, c'est vrai que Mike Malone, il a essayé de s'ajuster, mais c'est pas facile, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a réduit au maximum les minutes sans Jokic. Voilà. On le faisait jouer tout le premier quart-temps, comme d'habitude. On le faisait rentrer très très vite dans le deuxième quart-temps. Donc, très peu de pauses. Ça a été gagnant, notamment en match 3, parce que comme l'avance a été prise, et une grosse avance qui a été prise très tôt, on a pu le reposer ensuite, il n'a pas eu besoin de jouer tant que ça en deuxième mi-temps, donc on n'a pas vu la différence, mais voilà, c'est vrai que sur le match 4, match 5, match 6 même, on a fait la même tactique de tu re-rentres très tôt, mais sauf qu'ensuite tu peux pas faire ça 2 mi-temps d'affilée, quoi. Donc voilà, c'était un problème parce que tu peux pas le faire jouer non plus 48 minutes ou 45 minutes même, t'as pas le même niveau d'efficacité. Et d'ailleurs, c'est aussi un point que beaucoup ont souligné, c'est à quel point est-ce qu'il n'y a pas un effet de fatigue qui a pu s'installer dans tout ça, quoi. Parce que ne serait-ce que le cas Jokic, si t'es obligé en première mi-temps de le faire jouer beaucoup parce que tu perds les minutes sans lui, au bout d'un moment tu vas finir par le payer. Et comme ça correspond, il y a un lien de corrélation peut-être, ça correspond avec les fins de match ou les fins de série, ou la fin de série, pardon, où Denver a été moins bon, à quel point c'est ce facteur fatigue qui a pu jouer, peut-être pas. J'avoue que je veux pas trop me prononcer sur la fatigue vu que j'étais pas sur le banc. On peut voir avec nos yeux, mais on peut pas savoir à quel point ils sont fatigués les mecs. Donc voilà. La seconde unité gagnée par nos amis de Minnesota qui a donc fait pencher la balance. Bon, et donc, plus rapidement, passons sur l'attaque de Minnesota contre la défense de Denver. Plus rapidement parce que c'est quand même un côté du terrain moins intéressant, moins passionnant que ce côté défense d'élite versus attaque d'élite. Je pense que le premier élément à faire ressortir, c'est l'aspect de transition, je trouve. Même transition plus rebond offensif, certains matchs. Mais vraiment, il y a un aspect pour moi qui est que l'attaque de Minnesota n'est pas élite sur demi-terrain, face en plus à une défense qui, elle, est élite de demi-terrain. Et c'est vrai que sur le lot, ils ont gratté pas mal de points, ils ont fait pas mal de runs grâce à la transition, en fait. Et grâce au fait qu'ils sont allés chercher plein de points là-dessus. Il y a des matchs où ils ont clairement perdu la bataille, entre guillemets, de demi-terrain, en termes de chiffres, même, si vous allez voir. Mais sauf qu'en fait, ils gagnent le match parce qu'au final, ils ont pas mal de points faciles qui sont générés sur transition. Donc ça a été un bon moyen un peu de compenser cet aspect de on est bon, mais on n'est pas génial non plus sur demi-terrain. Donc en plus, face à une bonne défense de demi-terrain, voilà, la transition a fait du mal. Notamment, il y a eu deux énormes roosts. Match 2, où ça a beaucoup marché, mais match 2, ça a été une déroute totale de Denver, mais beaucoup de création de turnover adverse. Donc Minnesota a forcé des pertes de balles et puis s'en est servi pour aller en transition. Et puis pareil, match 7, le run se fait aussi beaucoup là-dessus, sur la création de turnover, le comeback, se fait sur créer des turnovers et partir en transition. Et ça, c'est vrai qu'on l'avait dit. On l'avait dit en preview sur cet aspect de Denver ne perd pas tant que ça de ballon, mais en face, on a une défense des Timberwolves qui est élite pour créer des turnovers
Et surtout, Denver est mauvais pour les replis défensifs après une paire de balles. Et même les replis défensifs tout court, on va y arriver. Mais voilà, donc il y avait un peu cet enjeu d'effet qui se coule, en fait, de qui va gagner cette bataille-là. Je trouve que ça n'a pas été énorme. Il n'y a pas eu tant que ça de perte de balles côté Denver. Hein. Au final, si vous regardez la série, on est dans la moyenne, grosso modo. Mais il y a des zones clés, des moments clés, notamment le match 7, où on a vu que oui, ça a beaucoup aidé, cet aspect créer des turnovers et partir en transition, faire des points faciles. Et puis même, en fait, même pas que à partir d'interception, en fait, Minnesota était capable d'accélérer, même après un rebond, ou même après un panier qui a été inscrit, quoi. Donc juste le fait d'accélérer et d'aller un peu cibler le manque de mobilité de Jokic, notamment de ce côté-là. C'est-à-dire qu'après un tir manqué de Denver, on accélère, et donc on est sur la transition, on score en transition après un rebond, ou alors même on score après, on crée un mismatch qui ensuite on déroule un peu un jeu posé, mais à partir d'un mismatch qui a été créé en transition. Voilà, ça a été pas mal fait. Je crois que Ben Taylor a sorti une stat aussi. J'ai pas pu la vérifier, mais on va quand même lui faire confiance. Ben Taylor tout de même. Voilà, j'ai noté 128 points par 100 possessions pour l'attaque des Wolves après un tir manqué de Denver. 128 points par 100 possessions, alors que après un tir qui est réussi, donc après une remise en jeu classique, après un tir réussi par Denver, ou alors après sur du demi-terrain un peu classique, après des set plays, on était à 103 points par 100 possessions. D'après Ben Taylor. Donc autant dire qu'entre 128 points par 100 possessions après un tir manqué, et donc on se projette en transition, ça fait une différence énorme. Donc le duel a aussi été gagné ici. Je trouve, sur ce côté, le demi-terrain n'est pas non plus parfait, mais en même temps, on a cette transition qui vient un peu nous aider, et qui en plus aide à créer des runs, notamment le match 7. Je pense que Ant aussi, on a pas mal développé déjà sur cette série, mais début de série, on part beaucoup sur des pick and roll. On avait détaillé en quoi est-ce que c'était un dilemme aussi de la hauteur de l'écran. Est-ce que Jokic va monter haut, mais ça peut débloquer des situations, ou est-ce qu'il va rester bas, mais ça va permettre à Ant de prendre de la vitesse en sortie d'écran pour faire des drives, ce que tu n'as pas envie qu'il fasse. C'est ce qu'il a fait beaucoup match 1, et puis match 2 aussi, ce côté nord-sud sur ses drives, parce qu'il y avait de l'espace. Même quand ça montait haut sur l'écran, j'ai trouvé qu'il était relativement propre pour faire la passe simple, pour libérer. Donc s'il y a 2 sur le ballon, ça veut dire qu'il y a 4 contre 3 ailleurs, et donc en faisant cette passe assez simple, ça permettait d'exploiter ça. Match 3, 4, 5, j'ai trouvé qu'on avait un peu abandonné ce côté attaque de pick and roll de Edwards, et c'était un peu dommage. Mais voilà, même lui, en termes de niveau individuel, il n'était pas totalement dedans, donc ça a peut-être aidé. Je pense aussi que les ajustements défensifs de Denver étaient plutôt pas mal aussi, pour ne pas le laisser prendre de la vitesse, ou alors pour mettre plus de pression encore sur le ballon. Et donc, voilà, le côté je fais une passe simple parce que j'ai 2 sur moi, c'est pas aussi facile, parce que si Jokic monte encore plus haut, non pas un soft edge où juste il se montre au niveau de l'écran, mais s'il monte un peu plus haut, qui fait un peu une trappe un peu agressive, c'est pas pareil, il y a plus de pression, donc la passe est plus compliquée, notamment. Mais voilà, pas un grand milieu de série, et surtout, en fait, l'ajustement de fin de série de Denver, ça a été de faire des prises à 2 au niveau de Edwards à partir du match 5. Et notamment des prises à 2, je veux dire, pas seulement sur les écrans. Même quand il remontait la balle et même sur de l'isolation, on s'est mis à faire des prises à 2 parce que ce qu'a découvert un peu par sérendipité, je pense, les Timberwolves, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'écran. On n'avait pas besoin d'écran pour Edwards, et même face à Aaron Gordon, qui a été mis sur Edwards, en fait, Edwards pouvait attaquer du 1 contre 1 et créer du jeu à partir de 1 contre 1. Donc, pas besoin d'écran, pas besoin d'affronter un 2 contre 1 où on était gêné. On peut attaquer du 1 contre 1. On peut attaquer même Aaron Gordon ou même des mecs comme ça. Et donc, on peut soit aller au panier, soit créer du jeu parce qu'il y a une aide qui vient et donc on ressort, ça fait un driving kick. Voilà. Edwards et les Timberwolves avaient trouvé ça. Donc, qu'est-ce qui a été fait par Mike Malone à partir du match 5? C'est on envoie des prises à 2. Même sur demi-terrain et même quand il n'y a pas d'écran, on fait venir un deuxième joueur pour le forcer à lâcher la balle. Voilà, très, très simplement. Donc, match 5, il y a eu un peu cet effet de surprise qui n'était pas très préparé. Pourquoi ça a mieux marché match 6 et 7? C'est parce que les Timberwolves étaient au courant, ils savaient, ils étaient prêts, donc ils se sont ajustés. Et on va pas le détailler, mais en termes de comment est-ce que tu quadrilles le terrain et qui est-ce que tu mets à quel endroit, c'est plus facile. Quand tu sais que la prise à 2 arrive, tu mets Towns et Mike Conley à côté ou pas loin de Edwards, et donc quand il y a la prise à 2 qui est déclenchée, il y a une passe facile pour un bon shooter à 3 points et tu peux le punir. Ou alors la passe vers le shooter à 3 points, il y a un close-out sur le shooter et donc ça libère dans le dos un drive ou un cut, etc., etc. Donc voilà, l'ajustement aussi, qu'est-ce qui a bien marché, c'est match 6 et 7. Vu qu'on savait qu'il y avait des prises à 2 qui allaient se déclencher un peu de manière random et pas forcément avec un écran,
finalement, on a réussi à s'ajuster, à bien organiser le terrain pour en tirer profit. Je trouve aussi que les fameux pick and roll, les empty pick and roll entre Mike Conley et Rudy Gobert, donc le jeu à deux sur tout un quart de terrain, a beaucoup marché. Pour moi, ça a été j'étais un peu étonné parce que on se posait la question de comment est-ce qu'ils allaient défendre ça. Est-ce que Jokic n'allait pas rester en drop finalement pour un peu être en contrôle et pas trop offrir de décalage, en tout cas pas craindre le pull-up à 3 points de Mike Conley. Il se trouve que Mike Conley a été assez bon pour forcer Jokic à sortir en fait, que ce soit sur des empty pick and roll un peu classiques ou alors sur des renversements de jeu un peu surprises, ce genre de choses. Bref, je trouve qu'au final, Conley a été plutôt bon sur son scoring, mais surtout il a réussi à mettre du poids sur la défense et donc à forcer un peu Denver à sortir, et donc ça a créé du décalage évidemment dans la défense, donc ça c'était pas mal. Et puis il faut en parler, mais Karl Anthony Towns qui dès le début de série a montré qu'il était un peu comment dire, l'attaqueur de mismatch parfait, parce qu'il peut attaquer à peu près n'importe qui. N'importe qui peut être un mismatch pour lui. On a vu pas mal de pick and roll un peu à 3, enfin pick and roll à double écran du coup. Le porte-balle plus des écrans, ça fait 3. Mais pas mal de jeux comme ça qui a été développé pour lui libérer des shoots. En fait, après qu'il ait posé son écran, il reçoit lui-même un écran, par exemple, ce genre de choses. Ou alors ça crée des switches et il peut dégainer par-dessus Jamal Murray, par exemple. Donc il y a un switch et forcément, Murray est sur Towns, mais il n'a pas la taille pour contester le 3 points. Et puis, ce qui a été fait surtout en fin de série, je trouve, au-delà de... il y a le passing sur les pick and roll 4-5 qui a été très bon. Ça, j'ai pas besoin de le souligner, mais ce qui a été aussi très bon et fait beaucoup plus, c'est on sait que Denver va switcher tout ce qui est non Jokic. Voilà, tout ce qui est pick and roll où il n'y a pas Jokic, ça switch. Et donc, en sachant ça, ce qu'a fait Minnesota très bien sur la fin de série, c'est vu que ça switch, on va faire un pick and roll pour impliquer Jamal Murray, et ensuite, on fait tourner pour l'attaquer au poste bas. Voilà. Et donc ça a très très bien marché parce que ça a permis soit de scorer sur du 1 contre 1, soit quand il y avait des aides qui se déclenchaient, de faire du passing et donc de faire tourner, etc. etc. Donc ça Towns a été magnifique là-dessus aussi. Le spacing aussi, le 3 points, comme dit, le passing depuis le poste haut, sur le pick and roll, entre gros aussi évidemment. Ça, on le sait. Et puis aussi un point clé auquel on ne s'attendait pas. En tout cas, moi je m'y attendais pas, mais les Wolves ont un peu gagné le duel du panier, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la défense de Denver est plutôt très compétente pour empêcher les tirs au panier. C'est un peu leur force, parce que une fois que tu arrives au panier, ils sont pas top pour contester les tirs au panier. Jokic, c'est pas Denver, j'allais dire, pardon. c'est pas Gobert, c'est pas Anthony Davis, c'est pas Wembanyama. Donc voilà, la force c'est d'empêcher les tirs au panier. Il se trouve que dans ce duel de la rim pressure, Minnesota a gagné. Ils ont pris beaucoup de tirs au panier au final. C'est-à-dire que le premier, ils sont dans le 27e centile, match 1, donc pas tant que ça, à peine mieux que 27% des autres matchs NBA en termes de fréquence de tirs au panier. Pas tant que ça, mais donc match gagné tout de même, un match 1. Mais par contre, après, c'est 81e centile, mieux que 81% des autres matchs NBA, la performance au match 2 en termes de fréquence de tirs au panier. 77e centile, 89e centile, 75e centile, 62 et 55e centile. Donc voilà, beaucoup de tirs au panier. On rajoute à ça aussi des tirs qui ne sont pas forcément comptés dans le box score, mais qui sont provoqués quand on va au panier, les lancers francs. Lancers francs, pareil, match 1 et 2, très peu de lancers francs, 13e et 15e centile, donc très peu, à peine mieux que 13% et 15% des autres matchs NBA. Donc très peu, mais par contre après, 72, 69, 37 de nouveau, match 5, mais 74 et 97e centile pour le dernier match 7 en termes de lancers francs provoqués par rapport à tous les autres matchs NBA, 97e centile, c'est beaucoup. Et puis pareil, au niveau des 3 points aussi, où en milieu de série, ça prenait pas tant que ça de 3 points, ils se laissaient un peu engluer dans la défense de Denver, mais finalement, comme dit, l'ajustement des prises à 2 a été... on s'est ajusté aux prises à 2, on a mieux cadré le terrain, on a mieux organisé le terrain avec des meilleurs shooters, et donc, notamment, on a pris beaucoup plus de tirs à 3 points, match 6 et 7, la fréquence de 3 points est dans le 69e centile et 67e, alors que les matchs 4 et 5, on était dans le 10e et 13e centile. Voilà, pour vous dire l'écart. Donc prendre des 3 points, c'est bien, c'est des tirs rentables. Prendre des tirs au panier, c'est bien, c'est rentable. Et lancer franc aussi. Donc voilà, je pense que globalement, au-delà, si on enlève un peu même les 3 points, mais ce duel de qui va prendre des tirs au panier a été gagné par Minnesota. Et on peut penser à Edwards en début de série, peut-être un peu moins à la fin, mais tout de même. Mais surtout, là où ça a été bien, c'est tout ce qui est notamment Naz Reid, je trouve, en fin de série. Naz Reid et Towns, qui sont des mismatchs un peu dans le périmètre. Towns, dès le début de série, on a vu qu'il pouvait attaquer Gordon un peu sur des 5-out depuis le périmètre.
mais surtout Nasrid, donc, qui a fait pas mal de drives depuis le périmètre, des drives où, avec ses énormes enjambées, il va plus vite, où il contourne le défenseur qu'il a sur lui, Gordon ou alors un autre, et puis il va au panier, quoi. Et donc voilà, c'est là-dessus, je trouve que le panier, comme dit, a été gagné par Minnesota. Donc on s'attendait pas forcément à ça, mais ils ont réussi à mettre cette pression au panier, donc ça a créé pas mal de points plus faciles. Bon, et puis donc pour finir sur Denver rapidement, Denver, est-ce que c'est la fin? Alors, est-ce que c'est la fin? Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu... J'aimerais bien qu'on fasse attention et qu'il n'y ait pas non plus une surréaction de l'autre côté, mais en même temps, la conversation est un peu compliquée parce que beaucoup de monde calibre aussi la réussite d'une saison selon le tour où tu es éliminé finalement. Bon ben là, voilà, le champion en titre, l'équipe parfaite depuis l'an dernier parce qu'ils ont gagné le titre, donc automatiquement tu deviens parfait. Enfin, je caricature un peu, mais c'est quand même le cas pour dans beaucoup de cas. Ben là, finalement, ils sont éliminés au deuxième tour. Bon, mais c'est quand même très tôt, et puis voilà, et puis un tel, il a choke, il faut revoir la construction de l'équipe, etc. Bon, je pense qu'il y a quand même pas grand-chose à toucher dans cette équipe. Je pense qu'il y a du remodelage qui peut être intéressant. Je pense que le premier point, ce serait effectivement de voir si on peut pas retrouver un peu de profondeur sur, on va dire, le poste 4, on va dire, mais c'est pas obligé d'être un vrai ailier fort, mais voilà, on a vu que l'option Justin Holiday, qui coûte pas cher et qui est juste un role player, bah, c'était cool, quoi. C'était cool dans ce cas-là où bah, tu as besoin d'avoir un vrai spacing et où le cas de Gordon ne marche pas. Bon, il fait des matchs où il met des tirs, ok. N'empêche, ça fait quand même 2 ans ou 2 saisons de playoff 2023 et 2024 où en effet il est abandonné assez régulièrement pour que ça vienne aider au panier. Donc, c'est pas que c'est pas, enfin, c'est un compromis qu'on accepte parce il apporte tellement d'autres choses sur la table, comme on dit, pardon pour cet anglicisme d'expression. Mais non, mais c'est pas non plus handicapant du tout, on va pas inventer ça. Et puis en plus, comme dit, c'est aussi un shooter capable. Parfois on lui appelle, Mike Malone lui a appelé des systèmes, des shoots dans le match 4 pour le relancer justement, et ça a bien marché. Mais voilà, je me demande à quel point, face à un match-up comme ça, on n'aurait pas plus apprécié avoir une option costaud, ou plus d'options un peu solides en poste 3-4 pour éventuellement avoir un 5-out un peu plus complet. Et donc ça recoupe aussi avec l'autre requis peut-être pour s'améliorer, qui est la question du backup 5, qui n'a pas été réglé du tout, qui pour l'instant c'est d'André Jordan et Zekenaji. Donc Jordan il tombe en morceaux depuis 3 ans, même plus même. Et puis Zekenaji c'est un backup qui a été signé, prolongé, parce qu'évidemment on va pas le laisser partir pour rien, maintenant c'est un contrat qu'on peut échanger. Mais voilà, Zekenaji il a pas joué des playoffs, quoi. Et à mon avis à juste titre, c'est pas un pivot qui peut apporter de l'attaque, c'est un pivot qui est un pivot de switch-all, mais qui est pas très bon dans le switch-all. Donc voilà, c'est un peu le problème. Donc peut-être que tu peux faire aussi d'une pierre deux coups en fait, hein, en allant chercher un vrai backup 5 qui peut un peu shooter, ou alors de la profondeur avec Aaron Gordon poste 5, mais un autre ailier capable de jouer plus. Bref, donc à part ça, qui est un peu un remodelage très léger, disais-je, fermons cette parenthèse, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer dans cette équipe. Hein. On n'est pas sur le cas des Suns, on n'est pas sur le cas des Lakers qu'on a décrypté dernièrement, on n'est même pas sur le cas de OKC où il y a peut-être un plus gros remodelage à faire. Mais bon, voilà, on est quand même avec Denver sur une équipe qui a été championne et une équipe d'élite. Entre guillemets, c'est juste qu'ils sont tombés sur le mauvais match-up. Et ça me fait penser, paradoxalement, enfin ironiquement en tout cas, que c'est ce qu'on avait dit en fait, hein, c'est ce que j'avais dit dans le bilan des finales qu'on avait fait en 2023 avec Antoine Tartrou. On avait fait un bilan en disant mais à quel point, moi je trouve qu'il y avait une certaine aussi surréaction parfois avant que ça gagne le titre, c'était l'équipe est pas capable de gagner le titre, hein, tant que tu l'as pas fait, t'es pas capable. Hein. Jokic est pas un joueur de playoff à cause de sa défense, à cause de plein de choses. D'un coup, il gagne le titre. Ah ben tiens, ça devient l'équipe géniale. Bon, j'avais eu du nez ou alors j'avais eu de la chance, mais j'avais dit finalement, attention, parce que si ça se trouve, l'an prochain, ils vont se faire sortir au deuxième tour s'ils tombent contre le mauvais match-up. Et là, d'un coup, tout le monde va un peu leur retomber dessus et il faut changer ça, il faut changer ci, et puis c'est pas parfait, et puis retomber dans des mauvais travers, quoi. Et puis, j'ai vu d'ailleurs que c'est ressorti des stats comme quoi Jokic n'a jamais battu une équipe à plus de X victoires ou un top 3 seed à l'ouest, etc. quoi. Donc, on voit que de nouveau, ça se réenclenche. Alors que, comme dit, c'est aussi juste que tu peux tomber contre le mauvais match-up au deuxième tour. Et à mon avis, on est un peu là-dessus. On est sur le mauvais match-up. Alors, paradoxalement, je m'attendais pas du tout à ça comme mauvais match-up, moi, mais peut-être on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être eu une surréaction l'an dernier, comme on dit dans le podcast avec Antoine, un côté très embellissement de la victoire en rend tout beau, forcément.
Donc, c'est devenu l'équipe parfaite, etc. Non, c'est une équipe qui avait aussi, qui a des faiblesses, pas non plus énormes, mais qui a certaines faiblesses, qui peut être attaquée d'une certaine manière ou d'une autre, qui est pas parfaite, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. Et l'an dernier, oui, l'an dernier, ils ont eu aussi de la chance au tirage, comme on dit. L'an dernier, en termes de match-up notamment, sans aller sur, ils n'ont jamais affronté un numéro 1, un numéro 2 de conférence, parce que s'ils ne les ont pas affrontés, c'est que ces équipes-là avaient été battues par d'autres équipes, donc si tu affrontes le 6e ou le 7e, mais c'est parce qu'ils ont battu le premier ou le deuxième, techniquement. Mais bref. Non, mais c'était aussi une question de à quel point est-ce que ils n'avaient pas eu un peu de la chance de ne pas affronter un porteur de balle d'élite qui aurait pu mettre à mal le pick and roll, ou alors, ou les deux, de ne pas affronter une équipe qui était capable de produire un 5-out complet, qui aurait aussi mis en grande difficulté la défense de Denver. C'est un peu le truc. L'an dernier, ok, ils sont champions, mais voilà, ils ont aussi, en termes de fit d'équipe affrontée, ils avaient eu beaucoup de chance. C'était pas de leur faute, c'est pas leur mettre à leur discrédit, c'est pas leur retirer du crédit de dire ça. Mais en effet, il y a un peu ce mythe, comme on disait en juin dernier, le mythe de l'équipe parfaite. Et non, Denver n'est pas l'équipe parfaite. Denver est une équipe avec des forces et des faiblesses. Et c'est vrai qu'avec le titre, avec les Warriors qui avaient été, qui est une anomalie de construction d'histoire, avec LeBron James, enfin bref, il y a un peu ce mythe pour gagner, il faut l'équipe parfaite. Alors que non, il faut juste une équipe performante et qui a un peu de réussite peut-être au tirage, ou en tout cas qui s'en sorte bien, qui a du coaching, etc., etc. Donc, c'est là où je pense que la vérité est peut-être entre les deux, c'est-à-dire que on est plus bas, entre guillemets, que peut-être la surréaction positive de certains fans de Denver l'an dernier, en disant c'est parfait, ça va dérouler, etc. Et on est un peu plus haut que certains qui, là, commencent déjà à enchaîner en disant ils sont sortis tôt, on le savait, Jokic, c'est pas un joueur de playoff, la défense, ça passe pas, etc., etc., quoi. Donc voilà, c'est un peu le jeu, c'est normal, il y a un peu des surréactions à chaque fois dans les deux sens. Bon, je trouve que c'est juste que tu es tombé contre le mauvais match-up, quoi. Et encore, on parle de ça, mais bon, il y a eu un comeback dans le match 7 et ils menaient de plus de 20 points. Et en plus, dans ce match-là, ils mettent aucun tir, on l'a dit, 25% à 3 points. Peut-être que s'ils en mettent 2 ou 3 de plus, le comeback se fait pas, quoi. Ou alors, même s'il y a le comeback, il y a le money time et puis ils gagnent, quoi. Donc, là aussi, attention à pas aller trop dans un sens ou dans l'autre. C'est pareil, comme Minnesota a gagné, on voit que le côté positif. Alors que s'ils avaient perdu juste ce match-7, même série, mais juste le match-7, on aurait beaucoup plus insisté sur les faiblesses de cette équipe. Là, voilà, Denver, ça se trouve, s'ils avaient gagné, on n'aurait pas du tout insisté sur ce qu'ils ont fait de mal. On aurait juste dit, le champion en titre qui a du cœur et qui a trouvé les solutions. Et en effet, ils ont trouvé des solutions. C'est juste que malheureusement, la vérité c'est toujours plus nuancé que ce qu'on voudrait. On aime bien nuancer pour que ça rentre dans un certain narratif, pour simplifier aussi, très simplement. Mais voilà, c'est attention aussi aux surréactions, parce que ils sont passés à une mi-temps de passer, quoi. Et de passer contre une très belle équipe, on l'a vu. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à un autre point, au-delà de ce côté, comment est-ce qu'on calibre cette équipe, qui, non, n'est pas une équipe parfaite, mais non, c'est pas non plus une équipe qui est pas faite pour les playoffs, ok. Mais pareil, moi, l'élément de la fatigue, je sais que ça a beaucoup été utilisé comme argument en disant, c'est peut-être Minnesota très jeune, très dynamique et tout, c'est peut-être ils ont fini par fatiguer Denver. Bon, je sais pas, je suis pas trop fan de cet argument, déjà parce qu'on ne sait pas concrètement, on peut deviner, évidemment, peut-être, mais voilà, encore une fois, comeback match 7, deuxième mi-temps. Et si ça passe, s'il n'y a pas ce comeback un peu sorti de nulle part, s'il y a deux ou trois tirs en plus qui rentrent, on n'en parle pas de la fatigue. Ou alors on dit, tiens, ils ont été fatigués, mais ils ont quand même réussi à aller au bout, quoi. Ils ont quand même réussi à les battre au final. Donc je sais pas, la fatigue, oui, non, peut-être, parce que en même temps, vous pourrez aussi me répondre, oui, mais en même temps, ils n'ont pas gagné le match. Donc c'est qu'en effet, il y avait de la fatigue au niveau des tirs. Mais bon, comme dit, les aléas au shoot de cette équipe de Denver, ça ne date pas que le match 7 et la fatigue, ni même le match 6. Ça date d'avant, ça date du début de série, ça date du premier tour. Voilà, donc à quel point est-ce que c'est vraiment la fatigue qui les a fait manquer des tirs ? Je ne sais pas, je suis pas convaincu. J'ai l'impression que c'est un peu un patch de rationalisation. Peut-être que c'est vrai, mais à quel point est-ce que c'est vrai, à quel point c'est important ou pas en termes de proportion, je ne sais pas. Donc voilà, on en revient à ça, à la place de Denver dans l'histoire, toujours un peu compliqué. Je pense que c'est juste que c'est pas une équipe parfaite. Voilà. Et qui, si tu tombes le bon match-up, tu gagnes, tu tombes contre le mauvais match-up, tu peux aussi perdre. Ils auraient pu aussi gagner, d'ailleurs, même contre le mauvais match-up. Mais c'est très compliqué. C'est compliqué de toujours se situer, parce que là, forcément, il y a des gens qui veulent tout faire péter. Il y a des gens qui rationalisent par la fatigue. Il y a des gens qui vont rationaliser par il faut échanger Jamal Murray. Bon, Dieu sait que je suis pas le plus grand fan, mais je dirais quand même pas jusque-là non plus.
Mike Malone, qui a fait d'ailleurs une série tactiquement qui était géniale, hein, et qui pourtant avant en conférence de presse, maintenant il pète les plombs et il dit non, mais... Enfin bref, il devient un peu, un peu arrogant, alors que dans la victoire, il faisait un peu le kéké, et là dans la défaite, ça passe moins bien. Il y a des gens qui vont pointer du doigt peut-être le côté Bruce Brown, ils ont perdu en profondeur, alors que pas forcément en fait. Ils n'ont pas tant que ça perdu en profondeur, hein, pour le coup. Moi je trouve pas. Hein. À part James Green et Bruce Brown, mais qui ont été un peu de facto remplacés. Peut-être pas autant, mais bon, il n'y a pas non plus un gap énorme, quoi. Il n'y a pas non plus une différence entre la profondeur 2023 et la profondeur 2024. D'ailleurs, quand on a fait notre tier list des supporting cast, je crois que Denver était premier, deuxième, troisième, top 2, top 3 pour sûr. Donc, bon, c'est pas non plus ça la différence, mais voilà, comme dit, on cherche peut-être à rationaliser et chacun trouve un peu les excuses qu'il veut, ou en tout cas les raisons, pardon, qu'il veut. C'est peut-être un peu de tout. C'est peut-être aussi juste le fait que tu perds une série très disputée, en fait. Et que, encore une fois, tu n'es pas une équipe parfaite. Mais parce qu'il n'en existe pas une équipe parfaite. C'est peut-être aussi un peu un mythe, ce truc-là. Un mythe qui date de la théorie théoricienne, ou alors un mythe qui vient aussi de cette fameuse équipe des Warriors, peut-être, où on pense que le niveau est à ce point haut de standard, alors que non, en fait, tu peux gagner le titre en étant moins bon que ça, en fait. Et là, voilà, vu que t'es pas parfait, tu peux aussi perdre. La même équipe, elle peut gagner le titre, mais elle peut aussi se faire éliminer au deuxième tour, quoi. Donc c'est pas non plus choquant. Mais par contre, c'est vrai que, juste pour terminer, c'est vrai que moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que dans nos limites, évoquées l'an dernier, dans le bilan des finales, c'est que, en effet, le parcours avait été clément, on va dire, et notamment, ils n'avaient pas affronté ni de porteurs de balles d'élite en forme, on va dire, ni, surtout, donc, pas de spacing parfait. Pas de five-out en face, et donc, il y avait toujours un peu un non-shooter, ou en tout cas une valve de décompression pour la défense, pour un peu essayer de compenser, hein, parce que avec Jokic, tu es obligé de pratiquer une certaine défense un peu risquée pour le protéger. Hein, tu fais des 2 contre 1 avec lui sur le ballon, et donc tu orientes le jeu ailleurs, mais donc il faut que tu sois capable d'encaisser ce surnombre derrière, le 4 contre 3 ou 3 contre 4 pour Denver plutôt. Voilà, donc ça c'est compliqué de gérer un 3 contre 4 si c'est dans un spacing parfait. Et en effet, donc c'était une des limites, ma principale limite, moi l'an dernier, c'était de dire Denver, moi je suis pas totalement convaincu. Alors il y a tout ce côté Jokic, hein, vous savez que je suis un peu fan de Jokic, donc c'est pas moi qui vous le dire le contraire, mais à quel point est-ce que en défense c'est un peu validé ce côté c'est une équipe de top tier défensivement qui on a enlevé tous les doutes défensifs qu'on pouvait avoir. Pas trop. Moi il me restait un peu ce côté non, mais ils n'ont pas affronté un top porteur de balle et ils n'ont pas non plus affronté un spacing parfait. Mais en même temps, le contre-argument qu'on exposait aussi, c'était le fait que Jokic, c'est le vaseur communicant ultime. C'est-à-dire que dans ce fameux jeu du basket des vases communicants, certes, en fait, il n'a pas affronté de space out, de five out parfait, de spacing parfait, mais pourquoi aussi ? Parce qu'en face, les coachs ne peuvent pas se permettre d'aligner que du spacing, parce que il est tellement fort lui-même en attaque que tu as aussi besoin en défense d'avoir des mecs solides. Donc, oui, en un sens, il n'avait pas affronté de spacing parfait, mais à quel point il existe une équipe en NBA ou pas qui possède à la fois un spacing parfait tout en étant assez fort défensivement pour résister à Jokic, c'était la question. C'était vraiment la question. C'était le contre-argument, c'était de dire, voilà, dans ce fameux jeu des vases communicants, ok, il n'est pas parfait en défense, Jokic, il apporte des risques et des compromis, mais en même temps, il est tellement fort lui-même en attaque que ça t'oblige à aligner des profils aussi très défensifs. C'est un peu ça l'idée. C'est ce côté, le vaseur communicant ultime. Il n'est pas parfait en défense, mais il est tellement fort en attaque que lui-même dicte les line-up, et donc c'est aussi pour ça qu'il arrive à dicter qu'il y a des line-up plutôt défensifs, et donc pas des line-up offensifs parfaits. Exemple, en finale, on n'a pas eu des line-up avec Kevin Love au poste 5 en 2023, alors qu'on aurait pu. Mais pourquoi ? Parce que, non, tu peux le faire, et ok, tu vas avoir un spacing parfait, tu vas lui faire un peu plus mal, mais en fait, si tu perds autant de points que tu n'en gagnes toi-même en défense, parce que du coup, il peut s'amuser face à Kevin Love, quel est l'intérêt ? Il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, c'était la thèse et l'antithèse. On avait présenté la thèse qui était on n'est pas convaincu totalement parce que, attention, ils n'ont pas affronté un spacing parfait pour l'instant, mais contre-argument, les vases communicants, le vaseur communicant ultime, à quel point cette équipe qui a les deux, défense de Jokic plus en même temps spacing parfait, existe. Et là, paradoxalement, c'est pas du tout comme ça que Denver a été battu, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que on s'attendait à ce que ce soit une équipe qui vienne appuyer sur un peu la faiblesse de Denver, qui leur fasse mal, mais là, c'est pas du tout ce qu'on a eu. On a eu une équipe qui a gagné parce qu'elle a non pas amplifié la faiblesse, mais elle a diminué
la force de Denver, et donc notamment la force offensive. Et ça, moi, c'est vrai que pour le coup, je ne l'ai pas vu venir. Je pensais vraiment que l'équipe qui battrait Denver serait plutôt, justement, les mettre à balle en défense, parce qu'en attaque, ils ont à peu près les solutions à tout. Mais là, non. Là, non. Et en même temps, pour me défendre un peu, et pour nous défendre un peu, parce que je pense que j'étais pas le seul, mais qui était capable d'imaginer une telle équipe de Minnesota qui est à la fois ses line-up et ses forces extérieures défensivement et intérieures. Et en plus, comme dit, pas que face au ballon, pas que en défense on-ball, mais aussi élite on-ball intérieur-extérieur, mais aussi élite off-ball. Dans l'activité off-ball et la gestion des espaces, la défense dans l'espace, cette équipe de Minnesota, elle est à ce point élite. Donc c'est là où c'est marrant. Alors si vous n'êtes pas fan de Denver, mais moi je trouve ça marrant que au final, t'es arrivé à les battre parce que non pas t'as amplifié leurs faiblesses, comme on s'attendait, on s'y attend depuis quelques années, on dit pour battre Denver, il faut les battre en défense. En fait non. En fait l'équipe qui les a battus, elle a aussi réduit l'écart entre les deux, l'écart attaque-défense. Elle a pas tant amplifié la défense que réduit leur impact offensif. Et en un sens, on l'a pas vu venir, mais en un sens également, comme dit, finalement, c'était pas si prévisible que ça, je trouve. En tout cas, plutôt, on va le reformuler comme ça, il faut se rendre compte de à quel point est-ce que cette équipe défensivement est une anomalie. Et pas juste de niveau de jeu, mais de profil et d'accumulation de profils différents et tous excellentissimes, quoi. Parce que là, je pense que moi j'ai parié sur Dallas contre Minnesota parce que je pense qu'ils ont certains autres profils, Dallas, qui peut faire mal, mais je pense que Dallas est très content que les Timberwolves aient éliminé Denver. Alors Dallas aurait pu insister sur la défense de Denver, ok, mais la gestion du Kai Jokic aurait été un casse-tête sans nom. Et je vois pas comment est-ce qu'ils y seraient arrivés. Et même, pourquoi est-ce que je dis ça ? Je vais étendre. Je ne vois pas qui aurait pu défendre Jokic à ce point. Il y aurait peut-être d'autres équipes, du genre Boston avec Porzingis, qui auraient pu faire mal avec le côté spacing, justement, et donc faire mal à la défense, mais qui, en NBA, est capable de pratiquer de tels schémas et avec un tel niveau d'exécution et en termes de absorber les décalages, défendre le post-up avec des aides, faire des rotations, faire des prises à deux pour le forcer à lâcher la balle et quand même compenser, protéger le panier, faire ce genre de couverture sur pick and roll où tu défends pas le porteur de balle, etc., etc. Qui aurait pu faire ça ? Honnêtement, pas grand monde. Hein. Je pense que cette année, il n'y avait que Minnesota pour être à ce point bon défensivement face à Jokic. Et même ces dernières années, il n'y a pas des tonnes d'équipes. Hein. Franchement, j'essaie de réfléchir, mais peut-être une itération des Warriors, peut-être, de l'époque à la fois Durant et Draymond Green, mais même là, à quel point le manque de taille, à quel point il n'y a pas un côté vase communicant, hein, comme dit, où tu es obligé de faire jouer le Kevin Looney, peut-être, pour la taille, ou un autre gros, mais du coup, tu perds aussi en attaque, etc. etc. Donc, aussi pour souligner le fait que, premièrement, un peu ironiquement, c'est pas du tout une équipe qui a fait mal à la défense, qui les a battus, c'est une attaque qui a atténué l'attaque, et ça, vous ne pouvez pas s'y attendre. Mais deuxièmement, on pouvait aussi assez peu s'y attendre et le prédire parce que l'équipe est à ce point une anomalie en fait, en termes de profil, en termes de force, intérieur, extérieur, on-ball, off-ball, etc., etc. Donc, en effet, l'équipe n'est pas parfaite. Elle est peut-être pas parfaite non plus offensivement, parce qu'on a vu quelqu'un les battre, mais ce quelqu'un, c'est peut-être l'antidote parfait défensivement. Donc, est-ce qu'on est prêt à tout chambouler à Denver ? Non. Est-ce qu'il faut remettre en cause le titre de l'an dernier ? Non plus. Est-ce qu'on a affaire à une équipe qui, peut-être sur une durée de 5-6 ans, va gagner 2-3 titres ? Oui, possible aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une exagération l'an dernier et une exagération cette année dans l'autre sens ? Peut-être aussi. Voilà quelques réflexions, mais je pense qu'il n'est pas temps de tout chambouler. Je pense pas. Et je pense que même, comme dit, même face à ce match-up qui était parfait pour eux, enfin parfait pour l'adversaire, pardon, pour Minnesota, par rapport au fit défensif, etc., ils sont quand même passés à une mi-temps, quoi. Ils sont passés à une mi-temps et un shot-making aléatoire qui est pas du tout tombé dans leur sens, de passer. Là, toutes ces éloges sur la défense de Minnesota, à quel point ils sont élites, à quel point le coaching a fait des ajustements, mais aussi parce qu'il y avait le personnel, etc., etc., on les aurait faites, même si Minnesota avait perdu. Mais au niveau du grand public, ça aurait été moins visible. Je pense que si Denver avait gagné cette fameuse deuxième mi-temps du match 7, on dirait encore une fois, c'est Denver, l'arme absolue, l'attaque absolue qui trouve les solutions à tout. Bref, on va pas faire plus long. Mais voilà un peu pour l'histoire de cette série.
On va se garder ça sous la main, on se fera un méga best-of peut-être, on réécoutera ça d'ici 10 ans peut-être pour se revivre tout ça, la bataille stratégique, tactique. Peut-être que ce sera marrant d'ailleurs de voir qui à l'avenir est capable de stopper ou de re-stopper peut-être Denver sur les prochains playoffs, 25, 26, 27, 28, je ne sais pas. Mais voilà aujourd'hui pour cette série, une série qu'on n'est pas prêt d'oublier entre les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cette série, ça y est, enfin on tourne la page. Mais voilà, comme dit aussi, je voulais conclure ça. Bien conclure cette série dont on a beaucoup parlé, on a fait des vidéos, on a fait des podcasts, et j'avais un peu envie de fermer le livre et de pouvoir ensuite mettre tout ça dans un coin, et puis dans 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être, si on a envie de se replonger là-dedans, mais on aura ça, et il manquera pas la fin, de la série, match 5, 6, 7 qu'on a couvert aujourd'hui notamment. Et puis voilà, comme dit, c'était aussi l'occasion de parler de Denver, et de toute cette situation par rapport au titre de l'an dernier, et donc cette élimination prématurée de cette année. Et donc voilà, et puis on se retrouve bientôt, je ne sais pas pourquoi non plus, toujours pas, mais on se retrouve bientôt, je n'en doute pas. Peut-être pour du théorique d'ailleurs, peut-être que dimanche on se fera un petit podcast théorique, mais voilà. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout, encore une fois sur cette série. Un grand merci pour vos petites étoiles partout et vos commentaires, surtout merci beaucoup pour les commentaires très gentils que vous mettez sur iTunes, ils me font tous très plaisir, je les affiche dans ma chambre. Merci à tous, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.